France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre rendez-vous de fin d'après-midi. C'est le grand forum jusqu'à 18h30. Ravi de vous retrouver avec aujourd'hui pour nous accompagner, pour vous accompagner, messieurs, dames. Madame Nadia Lazouni, comment ça va, Nadia? Ça va? Bonjour tout le monde. Le micro ouvert, c'est mieux. Voilà. Ouais, ça y est, on m'entend? Ouais, impeccable. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez Aïd passé de bonnes Moubarak, ma fêtes. chère Aïd Nadia. Moubarak, mon cher Christophe, et à tous les auditrices et auditeurs. Et puis Zébélus, là, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait, Zébélus? C'est de la maintenance. Salut Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Alors, ma chère Nadia, avec toi, on va parler de... j'ai pas ton programme, dis donc. Je l'ai envoyé un peu bon tardivement, c'est vrai, mais alors pour la vie tranchée, ça va être l'appel du Front des maires, pardon. Un appel qui a été lancé notamment par Fatima Wassak. Donc je ferai une lecture de son appel parce que c'est inutile de le synthétiser. Il parle de lui-même. Et pour le coup de cœur, Oui. on va parler de greffe du cœur. Je ne vous en dis pas super, plus. Super. Voilà. Très bien. Zébélus, c'est quoi ton programme? Mon programme. Oui. Alors mon programme, on va parler dans un premier temps de la gagébie, de la couverture, de l'assurance sociale, la sécurité sociale et compagnie, tout ce qui est prélèvement, etc. Toujours dans les brefs de chicha de GMZ. Et puis mon coup de cœur aussi, c'est pour une association. Les brefs de chicha, c'est pas très halal, pardon. Et dont monsieur, je ne suis pas un radicaliste, je suis quelqu'un de simple et tout simplement avec toute proportion gardée. Donc, et ensuite, je vais parler Aidons-les. C'est une association qui ramène les handicapés, les non-voyants, les malvoyants à la Mecque. Ils ont fait plusieurs Omra qui a été bien reçus en Arabie Saoudite. Ils ont été reçus par tous les imams, ici et tout et compagnie. Et là, cette année, ils veulent organiser le Hajj pour la première fois. Normalement, je devrais y aller pour les aider. Donc, il faut les aider. Parfait. Le programme, messieurs, dames, avec les trois sujets proposés aujourd'hui à vous, au 01 40 33 9000, au 06 18 21 56 41, 24 heures sur 24, le mobile répondeur. Tout d'abord, les nouvelles menaces de Donald Trump envers la Syrie, envers Bachar al-Assad. En effet, les États-Unis accusent Bachar al-Assad de préparer une nouvelle attaque chimique. Et il y aurait, a priori, une entente conjointe, d'ailleurs, avec Emmanuel Macron, pour, en cas de nouvelle attaque, une réponse assez violente qui est promise, donc, au pouvoir syrien. Nous parlerons des menaces de Farhat Meni. Est-ce que vous connaissez Farhat Meni? C'est le président du MAC en Kabylie, en Algérie, qui est accusé en effet de bien tout simplement menacer ses opposants, ceux qui en tout cas s'opposent à lui, au MAC en Kabylie, avec des menaces de mort à l'appui. C'est révélé dans un article de Algérie Patriotique. Nous en parlerons avec vous. Et puis bien entendu, dans l'actualité française, en France, le projet de loi pour réformer la loi du Code du travail, c'était en Conseil des ministres, des changements que le gouvernement compte faire passer par ordonnance pour accorder davantage de flexibilité aux entreprises. Nous y reviendrons. Est-ce que c'est le premier dossier chaud pour Emmanuel Macron? On se posera la question évidemment tout à l'heure avec vous au 01 40 33 9000, sans oublier le zapping qui risque d'être sympa aussi à ne pas louper tout à l'heure. Et pour l'heure, le coup de cœur musical, c'est Ayman Serrani sur France Maghreb 2. Ayman Serrani côté musique sur France Maghreb 2 pour le coup de cœur avec Nadia Lazouni, Jean-Marc Zébélus qui sont là pour nous accompagner, messieurs, dames, avec dans cette émission, vous le savez, la possibilité de réagir aux différents thèmes proposés dans un instant. Justement, on va parler et direction Washington, puisque Trump menace à nouveau la Syrie, et de réponses assez claires justement en cas de nouvelle attaque chimique, puisqu'en effet Washington accuse Bachar al-Assad de préparer une nouvelle attaque chimique. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être avant l'élection française que les Français, enfin la France avait apparemment la preuve que c'était Damas, et en l'occurrence Bachar al-Assad, qui était au cœur de la dernière attaque chimique. On attend toujours les preuves, mais oui. bon, ça ceci étant, c'est en soit dit en passant. Et apparemment, le Figaro nous apprend que Emmanuel Macron et Trump se seraient mis d'accord justement d'une réponse commune et assez puissante, donc concernant de nouvelles attaques chimiques que donc ces deux pays attribueraient d'ores et déjà à Bachar al-Assad. On en reparle avec vous, bien sûr, au 01 40 33 9000 pour réagir dans un instant. Et puis aussi le zapping. Avec dans le zapping, tiens, tenez, ça se passe en France en 2017 dans une commune à Lorette. Une baignade qui a été inaugurée la semaine dernière. On peut y voir, on peut apparaître sur la pancarte: interdit aux femmes voilées. Et d'ailleurs, le pictogramme qui interdit la baignade aux femmes voilées est juste au-dessus du pictogramme qui interdit les chiens. Donc c'est ça. Une fois, on est au-dessus. Donc on peut dire chien et femmes voilées. Ouais, femmes voilées et chiens ensuite. Si tu permets, Christophe, pour rebondir sur ce que tu disais sur la connivence entre Macron et Trump. Ouais.
comme par hasard, Trump est invité pour le défilé du 14 juillet. Ah bon? Oui, je il ne est savais invité, il n'a pas répondu encore, soi-disant pour des raisons de planning. Mais bizarrement, tous ceux qui sont venus au défilé du 14 juillet ont connu un destin assez bizarre, ont été Kadhafi, déchus. Bachar al-Assad. Donc j'espère que Trump le sera aussi. Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'était que on voulait absolument pas que Clinton passe parce c'était une va-t-en-guerre, belliciste, etc. Et que Trump avait promis une politique non interventionniste. Et puis au bout du compte, il tient pas ses engagements. C'est pas la raison pour laquelle elle passe pas, Hilary. En tout cas, c'est la raison, c'est surtout parce que c'est une femme. Oui, bien sûr, oui, c'est parce que non, mais d'accord, mais c'est pas ce qu'elle a dit. C'est pas ce qu'elle a dit, Nadia. Elle a dit, on voulait pas de Hillary Clinton parce que c'était une interventionniste, non, mais c'est parce etc. qu'elle est une femme qu'elle oui, est mais pas c'est sûr. Parce et Trump qui apparaissait comme tout le contraire, finalement. Oui, mais alors ça c'est inavoué. Non, mais c'était inavoué. On n'a jamais dit, on ne veut pas que Hillary Clinton passe parce que c'est une femme. On a dit parce qu'elle va intervenir dans les pays, etc. Les presse spécialisées l'ont dit. On dit que même un chien serait passé avant elle. Bon, en tout cas. Sachant du réseau dans lequel nous on navigue, tu vois, un peu on va dire associatif, etc. Moi j'ai vu beaucoup de gens de la communauté maghrébine qui disaient Clinton c'est une sioniste, Clinton c'est une va-t-en-guerre, etc. Vaut mieux laisser passer Trump et au bout du compte, Oui, voilà, je suis assez d'accord. C'est le problème que des associations par moment prennent position. Ouais. Je veux dire qu'on peut ou même des individus. Là, je parlais d'individus. Je parlais pas forcément. Voilà. On peut prendre des positions, mais toujours avoir certaines réserves dans ce qu'on dit. À chaque fois qu'une femme a tenté de se présenter, nous avons connu ça avec celle de l'extrême droite. Elle s'appelait celle du Nord. Là, j'oublie son nom, ça va me revenir. Ils lui ont fait des problèmes finalement. Elle s'est pas présentée, elle a renoncé et tout, etc. Donc et Trump aujourd'hui est élu parce que les lobbies de l'armement notamment l'ont beaucoup soutenu. C'est les lobbies les plus puissants. Allez, on en reparle, direction de Washington dans un instant, donc pour ce premier débat avec vous au 01 40 33 9000 de cette promesse de guerre, encore une nouvelle fois, de Trump et a priori Macron, de réponses assez violentes concernant une nouvelle attaque chimique qui serait, selon eux, attribuée à Bachar al-Assad, que l'on accuse de préparer une nouvelle attaque chimique. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous ce mercredi 28 juin, j'espère que vous n'êtes pas trop mouillés, puisqu'il est tombé des seaux d'eau tout à l'heure. Je sais pas, Nadia, t'as échappé, ça va? Moi j'ai échappé. Ah ouais, c'était violent. Ouais, j'étais dans les transports. Ouais, c'est seaux d'eau sur Paris, un truc de ouf, hein. Mais vraiment, c'était pas des gouttes de pluie, c'était des seaux d'eau, en fait. Voilà, fallait pas se trouver en dessous, sinon t'avais la douche d'assuré pour demain, après-demain et sur le lendemain, quoi. Ce qui peut être pas mal. Pour certains? Ouais, parce que dans les transports. Ah oui, c'est vrai que l'odeur, des fois, c'est pas brillant, quoi. Ouais, c'est clair. Bon. Alors, avec Zébélus, avec Nadia Lazouni qui sont avec nous aujourd'hui pour nous accompagner, on va démarrer donc ce premier thème en rappelant un petit peu les choses. Les États-Unis donc accusent le régime syrien de Bachar al-Assad de préparer une nouvelle attaque chimique et se disent prêts à riposter comme il l'avait fait après l'attaque du 4 avril. Vous vous en souvenez? Les présidents français et américains, Emmanuel Macron et Donald Trump, se sont entretenus au téléphone mardi, ont souligné la nécessité de travailler à une réponse commune en tas d'attaques chimiques en Syrie dont les chefs d'État français a fait une ligne rouge de cette attaque chimique, donc a annoncé l'Elysée. Cette déclaration intervient alors que la tension va croissant entre les États-Unis et la Syrie. Dans la nuit de lundi à mardi, Washington a accusé donc Damas de préparer une nouvelle attaque chimique similaire à celle attribuée au régime qui avait fait, vous en souvenez, 88 morts le 4 avril dernier dans la province d'Idlib. Les États-Unis ont identifié de potentiels préparatifs donc d'une nouvelle attaque chimique par le régime syrien qui pourrait provoquer le massacre de civils, y compris, ils disent, d'enfants innocents. C'est ce que dit le porte-parole de la Maison-Blanche dans un communiqué. Ils sont toujours innocents. Enfin bon. Voilà. Alors voilà un petit peu les faits. Emmanuel Macron, Donald Trump, finalement, ils s'entendent plutôt bien les deux. Que pensez-vous, Nadia, Jean-Marc, de supposer comme ça, d'avoir soi-disant des preuves? Ça nous rappelle des, ça nous rappelle des choses. Oui, voilà. L'Irak, la France qui a annoncé avant l'élection présidentielle avoir les preuves que Bachar al-Assad, la Syrie, était à l'origine de l'attaque chimique du 4 avril dernier. Ça commence à faire beaucoup. Moi, les preuves, on les attend, je veux dire. Alors, tout simplement, je suis curieux de connaître la position de la Russie. Ceci étant dit, je pense que la Russie ne laissera pas faire. Et puis, je pense que là, il y a déjà un contresens du président Macron
qui dit oui, enlever Bachar el-Assad, mais pour mettre qui est légitime pour le remplacer. C'est ce qu'il a dit il y a quelque temps. Aujourd'hui, on nous dit que s'il y a une attaque chimique de Bachar el-Assad, qu'ils allaient riposter. Donc à un moment donné, c'est une politique à géométrie variable. Et puis je m'inquiète le fait qu'il ait invité Donald Trump. C'est peut-être aussi pour essayer de redorer le blason de la France, puisque Donald Trump avait un petit peu critiqué la France en disant qu'ils n'étaient pas vraiment partie prenante de ce conflit. Et je pense que tout ça, ce n'est que des écrans de fumée et qu'il faut pas être dupe à partir du moment qu'il faut qu'on ait de réelles preuves, parce que jusqu'ici, on n'a pas eu des preuves formelles. Ça a plutôt été le contraire sur les attaques chimiques qu'on avait accusé Bachar el-Assad. Il a été prouvé que c'était le contraire. Ouais. Donc là aussi, c'est toujours dans une tactique de déstabilisation du régime et surtout de faire en sorte que la population se dresse contre Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est un dictateur, ça on le sait, mais en tout cas, il faut savoir que qui l'a mis en place, c'est les Français qui ont tout fait pour qu'il soit en place, car il n'était pas voué à faire de la politique. Nadia, tu partages cet avis ou... Alors moi, ce que j'en pense, effectivement, je vois aussi cette analogie avec l'Irak. Hein, ouais. Voilà, on suppose, on présume qu'il y a des armes de destruction massive qui sont en cours de construction, et puis ça justifie une intervention. Quoi dire, mais c'est curieux, cette menace finalement qui pèse sur la Syrie intervient un peu de temps après que Trump se soit entretenu avec le roi d'Arabie Saoudite. On connaît la position de l'Arabie Saoudite par rapport aussi au régime syrien. Donc est-ce que ça ne va pas dans le sens finalement d'une entente qui aurait eu lieu lors du voyage d'affaires de Trump. Après, j'ai pas envie de tomber dans des espèces de théories de complot, du complot. Mais sans tomber dedans, sans tomber dedans, non. On sait très bien que les Saoudiens font partie des pays qui ont foutu un sacré merdier en Syrie. Ah oui, totalement. Voilà. Je veux dire, tout le monde a pris part finalement à ce conflit-là. Aujourd'hui, on en parlait la dernière fois, c'est une guerre mondiale qui ne dit pas son nom. Je veux dire, tous les continents aujourd'hui prennent part à ce conflit. Alors après, je me souviens pas celui d'avril dernier, mais il y a eu aussi une autre attaque avec des armes chimiques. Tout le monde avait accusé le régime, mais curieusement, tout le monde voulait être précautionneux. On n'y va pas tant qu'on n'a pas de preuves tangibles. Donc qu'est-ce qui Hollande voulait y aller à l'époque, il s'est retrouvé seul un peu. Oui, mais justement parce que à l'époque Obama, lui, n'était pas favorable. C'est ça. D'autant plus qu'il y a eu des rapports très officiels qui ont prouvé que c'était pas du tout le régime syrien, mais plutôt de la zone rebelle. Et ce qui est quand même effarant et complètement contradictoire, c'est que nous avons l'Arabie Saoudite qui prône un islam très rigoriste, un islam complètement décalé avec la réalité des choses. Le wahhabisme. Et le wahhabisme, cette idéologie. Ensuite, ils disent que ils en font de leur ennemi les gens qui prônent un islam rigoriste et tout, etc. Et ils sont de connivence avec l'Arabie Saoudite. Donc à un moment donné, il y a un non-sens, car le wahhabisme n'est pas mieux que ce que dit le Daesh, parce qu'on a quand même encore des lapidations, on a encore pas mal de choses qui se font vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des gens, qui continuent, on fait rien, on laisse faire, et on va accuser les autres d'autres choses parce qu'ils sont pas dans les clous, parce qu'ils donnent pas d'argent. Vos commentaires évidemment, 01 40 33 9000, comment qualifiez-vous ces nouvelles menaces de Washington, mais aussi de la France, puisqu'on rappelle que les deux présidents se sont entretenus au téléphone justement pour convenir d'un angle d'attaque, j'allais dire, en cas de nouvelle attaque chimique. Alors on dit bien, vous avez remarqué dans l'article, on dit qui pourrait viser des civils et notamment des enfants. Voilà, ils sont très forts quand même. Mais moi j'aimerais bien celui qu'on n'entend pas, le grand absent systématiquement à ces grandes discussions, c'est le peuple syrien. Qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce qu'il est favorable à une intervention ou pas? Moi j'ai des amis par exemple syriennes qui sont anti Bachar el-Assad, mais qui pour autant ne refusent toute intervention. Ouais. Voilà, ils disent le principe de non-ingérence, on gère notre problème nous-mêmes, à l'image de l'Algérie quand il y a eu la guerre. Ils ont vu ce qui s'est passé quand il y a eu la guerre Irak. civile. Bon après c'est d'un autre ordre. En Libye. Mais ils refusent. Donc qu'est-ce que le peuple veut? C'est normal qu'ils refusent. On a vu les dégâts que ça fait en Syrie. On a vu les dégâts que ça fait en Libye, en Irak. Donc c'est tout à fait normal que le peuple veuille avoir son mot à dire. Et puis c'est tout en leur honneur.
Ouais. Alors en tout cas, il va falloir prendre soin parce que alors il va peut-être y avoir une nouvelle attaque bientôt, peut-être. Espérons-le que non, mais évidemment donc apparemment le coupable est d'ores et déjà désigné. Mais rappelons quand même qu'en Syrie, il y a aussi beaucoup de morts dues à la coalition et notamment pas plus tard que ce matin avec une nouvelle trentaine de civils qui ont été tués par une nouvelle attaque de la coalition dont des Syrie. enfants. Dont des enfants. Bah alors. Et là, par contre, on n'est pas trop glorieux là-dessus. C'est quelle hypocrisie. Et puis bon, si on veut chercher, alors pour le coup, si on veut des preuves tangibles quant à l'utilisation d'armes chimiques par un pays, on a Israël. Typiquement. Et moi, Chevènement, je l'avais rencontré une fois à un colloque et la question c'était de savoir ce qu'il fallait intervenir en Syrie ou pas. Ouais. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'on attend alors dans ce cas-là pour intervenir en Syrie si c'est vraiment la protection des civils que l'on recherche et puis aussi parce que c'est interdit par les conventions internationales de recourir à ce type d'armes. Et pour le coup, on a c'est avéré, il y a cette utilisation en Israël. Donc une fois de plus, c'est une question rhétorique que je pose bien évidemment, mais c'est toujours à géométrie variable, donc. Forcément. Voilà. En tout cas, à votre avis, alors sur la page Facebook, qu'est-ce qu'on dit ? Il y a Jamel qui nous dit la propagande recommence. Voilà, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle propagande donc de Donald Trump et d'Emmanuel Macron. Et puis Sissi qui nous dit vraiment fêlé donc le Sam. Voilà pour vos commentaires en tout cas sur la page Facebook sur donc ces nouvelles menaces donc de Donald Trump et de Emmanuel Macron qui donc sont pratiquement certains, ont la preuve encore une fois, j'aime bien les preuves que Bachar al-Assad, que le pouvoir syrien préparerait une nouvelle attaque chimique qui pourrait avoir faire beaucoup de morts, notamment des enfants. Il précise, ça c'est le porte-parole de la Maison Blanche qui a précisé cela dans un communiqué. Affaire à suivre donc, mais il était bon de faire le point sur ces nouvelles menaces et vos appels et vos avis nous intéressent bien sûr sur ce sujet. 01 40 33 9000 mais aussi 24 heures sur 24 sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. N'hésitez pas à nous laisser tous vos messages, on s'en fera l'écho bien sûr dès que possible. Oui. Et n'oublions pas une chose, c'est que le Kurdistan qui revendique carrément son indépendance et que les Américains sont favorables à cela. Donc aussi, c'est peut-être aussi un moyen de légitimer justement cette indépendance du département, de cette province du Kurdistan. Oui, en tout cas voilà pour ce qu'il y avait à déclarer, à dire aujourd'hui. On va prendre la direction peut-être du standard avec un nouvel appel au standard 01 40 33 9000. Bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom? C'est monsieur Moustapha de Paris. Moustapha de Paris. Alors sur ces menaces. Menaces de Trump et de Macron, qu'en pensez-vous, Moustapha? J'en pense que moi en fait ce que je pense de tout ça c'est que pour les pays arabes là, j'appelle ça c'est le Hogara quoi. En fait c'est le Hogara quoi. Parce que si vous regardez bien avec la Corée du Nord, pourquoi ils ne menacent pas d'aller les bombarder? Ils ont l'arme nucléaire. Ils vont bombarder parce que ils savent très bien que les pays arabes n'ont pas de répondants. Mais ils ont qu'à s'attaquer à la Corée du Nord. On va voir, c'est pas la même donne. Ouais, mais le problème c'est qu'ils ont l'arme nucléaire, donc c'est pas aussi évident avec l'arme nucléaire. Bien sûr, l'arme nucléaire, sur les Arabes, c'est pour ça qu'ils profitent de ça. Ils profitent de ça. Voilà, moi je vous donne mon opinion. C'est très bien. Je suis un petit peu révolté avec tout ça, quoi. Voilà, parce qu'avec les pays arabes, ils pensent ce qu'ils veulent, et quand c'est d'autres puissances, ils ferment leur gueule. C'est ce que j'ai l'expression. Merci Moustapha, bonne soirée, bon courage. Merci Moustapha. Voilà pour le commentaire de Moustapha un peu énervé par tout ça, et on peut le comprendre. C'est vrai. Alors la Corée du Nord, je pense pas qu'ils vont s'y attaquer parce que là, à mon avis, ils savent pas trop à quoi s'attendre, parce qu'on n'est pas vraiment sûr de comment être armé justement ce pays. Tellement il est fermé. C'est vrai que c'est comme le monsieur disait, c'est fatigant. Moi, je me souviens au début c'était 2014 quand la coalition internationale s'est formée pour intervenir en Syrie. Alors c'était pour tuer Daesh. Ouais. Donc il fallait à tout prix sauver la Syrie du terrorisme et que Bachar el-Assad incarnait justement finalement cette figure de l'antiterrorisme. Et puis aujourd'hui, c'est l'ennemi. Ça serait vraiment l'ennemi déclaré. Donc on nous prend vraiment finalement pour des imbéciles, bien évidemment. Ça sous-tend des intérêts qui fluctuent, qui changent en fonction des forces en présence, en fonction des acteurs qui veulent récupérer un leadership qui leur a échappé dans la région. Enfin, c'est terrible. C'est juste une question finalement purement des géopolitiques et brandir comme ça un principe, on va dire d'ingérence humanitaire. C'est ce qu'on finalement on dit par là. Ça me peine.
c'est très stratégique. Oui. L'Arabie Saoudite qui remet en cause les liens du Qatar, soi-disant avec certains organismes terroristes, pardon. Ensuite, aujourd'hui, on nous parle de ça. Donc, on est en train de créer un trouble dans la région, une division considérable dans la région. Et à un moment donné, on va nous la refaire à la George Bush. Il faut choisir son camp, où on est américain ou on ne l'est pas. Vos commentaires, bien sûr, sur ce sujet, bien sûr, 24h/24 sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41, par mail aussi, à lgf@francemaghreb2.fr. Donc, lgf@francemaghreb2.fr, bien sûr. On va passer maintenant sur France Maghreb 2 dans votre émission LGF, le grand forum au zapping. Alors, dans ce zapping aujourd'hui, portrait d'abord du nouveau président de l'Assemblée nationale. Il est tombé hier, François de Rugy est le nouveau patron, le nouveau président de cette assemblée. Il n'a que 24 ans lorsque Noël Mamère le fait venir chez les Verts, après des années d'engagement associatif dans l'environnement. Noël Mamère m'avait un petit peu mis le pied à l'étrier puisque c'est lui qui m'avait appelé pour travailler à l'Assemblée nationale. Son mentor, en revanche, n'est pas issu des rangs écologistes. Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, futur Premier ministre, en fait son adjoint. Il voit en lui son successeur. Leur seule différence semble être leur étiquette politique. En 2007, François de Rugy entre à l'Assemblée nationale. Et à l'époque, une éventuelle adhésion au Parti socialiste n'est pas envisagée par ses camarades écologistes. Je pense pas que François soit du genre, je connais bien son caractère et son éthique, je pense pas qu'il soit du genre à renoncer à ce qu'il est pour obtenir un siège et pour devenir le vizir à la place du vizir. Et pourtant, 8 ans plus tard, en 2015, après avoir assuré la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée, François de Rugy quitte son parti, en conflit sur la présence ou non d'écologistes au gouvernement. Voilà pour ce portrait du nouveau président de l'Assemblée nationale. Bon choix ou pas, Nadia? Je sais pas, j'ai pas d'avis là, franchement, Jean-Marc? Ouais. Moi, je pense très sincèrement, puisque nous sommes dans on dit la réforme des institutions, le changement des têtes, le renouvellement de la classe politique, je pense qu'il aurait fallu mettre une femme. Ça aurait été vraiment très symbolique comme étant présidente de l'Assemblée, parce que être présidente de l'Assemblée, après tout, c'est pas forcément Ouais, mais alors, une moi charge. je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi mettre une femme? Parce qu'il faut mettre une femme. Ouais. Non, comme, c'est pas comme il faut mettre une personne d'origine, mais parce qu'il faut assurer la diversité. Non, On prend c'est les pas gens la même parce chose. qu'ils ont du talent, Non, ils en non. ont pas, c'est Quel tout. talent? Il n'y a pas besoin de talent pour être président de Ah, l'Assemblée. mais c'est le débat, C'est un quoi. poste symbolique, c'est tout. Et c'est un poste symbolique. Il est où le problème de mettre une femme ou Non, lui? mais aujourd'hui, Pourquoi ne pas mettre une femme? Et il est où Jean-Marc, votre problème, cher Jean-Marc, monsieur? Nadia, c'est qu'aujourd'hui, Il fait quoi, on le est tombé président dans de la plus dictature de il faut mettre un certain quota. Et moi, Moi, ça les m'agace. Mais symboles on me n'est gênent pas aussi. sur Ouais. le quota, on est sur le fait que ce poste est avant tout un poste, on va dire, de représentation. C'est plutôt symbolique qu'autre chose, même si, bon, il y a quand même des certaines responsabilités qui pèsent en cas de coup d'État ou tout ce qu'on veut, et tout, etc. Mais je pense que... Quatrième personnage de l'État, là, voilà, c'est- mais mettre une femme, ce serait aussi un message fort. C'est pas une question d'être un symbole, puisque être... Ouais, mais qu'est-ce moi, ça m'agace. Qu'est-ce que ça demande? Mais qu'est-ce que ça demande? demande? Mais pourquoi pas une femme? Mais Il fallait sans pourquoi doute une femme? peut-être pas une regarder femme les ministres. Enfin, je pense que s'il avait dû commencer à travailler sur la Non, mais parité, c'était par là. C'est un symbole. Par le C'est un gouvernement. symbole. C'est une symbolique. Ouais, Non, c'est parce que le gouvernement. quand on nous a présenté le gouvernement, secrétaire d'État, etc., on nous a dit voilà, il y a la parité, elle est respectée. Non, mais je parle pas de parité. Je franchement, parle de moi, ça symbole. m'agace. Je Hein. parle de symbole. Je ne parle pas de parité. C'est pas la même chose. Oui, mais bon, une femme à la présidente de l'Assemblée nationale, Nadia, c'était important. Franchement, moi aussi, je suis pas sensible à ces espèces de symboles et tout ça. Bien sûr que je pense que il y a un manque de représentation des femmes au sein des instances de pouvoir, et ça, c'est un fait. Et il faut lutter contre ça. Après, ce type de poste, pourquoi pas, si ça peut satisfaire des gens qui sont comme ça à la recherche de symboles. Mais moi, ça me touche pas particulièrement, quoi. Mais on est Ouais. en politique, on est essentiellement aussi sur de la symbolique quand même, quoi qu'on dise. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, Claude Barthelone? Il a été nommé là. Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Bon, alors tiens, tout à l'heure tu évoquais l'invitation de Emmanuel Macron à venir, à Donald Trump à venir au 14 juillet. Eh bien, sachez qu'il a accepté. Voilà, ça vient de tomber à l'instant. Tu vois, on fait bien d'en parler, hein, mon cher Jean-Marc. Il a accepté. Donc Donald Trump sera et participera aux festivités du 14 juillet à Paris. Bon, Bizarrement. alors sur les bancs, à la suite de ces zappings, sur les bancs de cette nouvelle assemblée, on note également une absence de taille, celle d'un groupe socialiste.
Alors certes, il y aura bien 30 députés PS au Palais Bourbon, mais ils ont décidé de donner un nouveau nom à leur groupe, celui de Nouvelle Gauche. Une première, comme l'explique Olivier Faure, le président de ce groupe parlementaire. Ce sera la première fois que nous sommes un groupe aussi réduit aussi. Ce sera la première fois que nous sommes dans cette situation de reconstruction. Ce sera la première fois depuis Épinay beaucoup de choses. C'est aussi une façon de signifier, au-delà de nous-mêmes et au-delà de l'Assemblée, notre volonté d'être dans un processus ouvert de reconstruction. Et sans présager, sans préjuger de ce que sera cette reconstruction. Alors, cette Nouvelle Gauche, là, donne envie ou pas, Nadia ? Bah, les pauvres, enfin, ils en sont. Voilà, ça devient du marketing, quoi. On essaie de s'en sortir. C'est plus les idées qui priment au bout du compte. Bah, c'est l'étiquette, c'est le nom et. En même temps, c'était c'était inévitable, c'était attendu. Il fallait. Socialiste. Ouais. Mais je veux dire juste une chose. Oui. À un moment donné, il faut faire attention. À quoi ? Là, vous vous complaisez. On se complaît pas du tout, on constate. Ah bon ? À ce que à la mort du Parti c'est pas socialiste. nous qui le disons, sur les socialistes non, eux-mêmes. Mais, LGF, ça n'a rien à voir avec les autres. Bon, ok, d'accord. Mais je pense qu'il faut une gauche forte. Une nouvelle gauche. Peu importe. Il faut nouvelle ou pas. Vous savez, changement de nom, ça veut rien dire. Donc, ça peut être le début du ça renouveau. s'appelle que le Parti socialiste disparaisse. Oui, certes, puisqu'à un moment donné, il faisait plutôt une politique de droite que de gauche. Ouais. Mais il nous faut dans ce pays un contre-pouvoir, une opposition de gauche avec de réelles idéologies sociales. C'est vachement important et j'y m'y attache. Et à Oli, ils vont faire justement le lancement de ce nouveau mouvement qui sera à partir de 14h à la pelouse de Reuilly samedi. C'est pour ça que je disais, ce qui prime, c'est les idées. Donc déjà qui s'attachent finalement à l'orientation qui a toujours été celle de la gauche. Il y a eu un glissement à un moment donné vers la droite. Donc on travaille à ce programme et, non, mais en tout cas, ils travaillent au nom, quoi. Depuis les années 80, Jean-Marc, depuis les années 80, le Parti socialiste n'est jamais tombé aussi bas quand même. Non, mais le Parti socialiste, le Parti socialiste le Parti socialiste était quasiment mort. Ouais. C'est le congrès d'Épinay avec François Mitterrand qui relance le Parti socialiste. Non, mais je dis depuis l'élection de Mitterrand, je parle. Voilà, il était vraiment mort. C'est le congrès d'Épinay qui fait. Bon, maintenant, le problème du Parti socialiste, c'est qu'ils ont donné le parti à des individus qui ont fait du n'importe quoi, à commencer par Monsieur Hollande qui était premier secrétaire. Il a fait du Parti socialiste, il a fait de la France. Ensuite, nous avons eu un Monsieur Cambadélis qui a repris un petit peu les règnes et on est parti dans une catastrophe en faisant une politique de clientélisme, en arrêtant de penser au côté social des choses, en s'alignant sur la politique de droite, en faisant même un concours, lequel qui sera le plus à droite entre le Parti socialiste et le Parti républicain et tout, etc. Donc je pense que aujourd'hui ils récoltent ce qu'ils ont semé, ce qui est tout à fait normal, mais nous avons besoin d'une gauche forte dans ce pays. Très bien, affaire à suivre pour cette nouvelle gauche donc qui s'appelle comme ça la nouvelle gauche, c'est le nom du groupe à l'Assemblée nationale. C'est un mouvement, c'est pas un parti. Ouais non, j'ai parlé de groupe. De groupe parlementaire. Groupe parlementaire, mon cher Zélius. D'accord. Voilà. Alors sur la réforme du code du travail maintenant, la CGT ne cache pas son inquiétude quant au contenu du texte. Elle appelle d'ores et déjà, sachez-le, à une journée de grève le 12 septembre prochain. Avant cela, c'est très symboliquement devant l'Assemblée nationale qu'un millier de personnes s'étaient rassemblées hier pour contester la future loi travail à l'appel justement du syndicat CGT, mais aussi rejoint par France Ouvrière, le Parti communiste et le mouvement La France Insoumise. Pour Philippe Martinez, il ne faut pas laisser passer cette loi comme une lettre à la poste. Écoutez le numéro 1 de la CGT. Le jour où les nouveaux députés arrivent à l'Assemblée, il faut leur montrer que certes ils ont été élus, mais il faut continuer à écouter les citoyens, parce que même élus on ne fait pas ce qu'on veut pendant 5 ans au détriment du peuple. Ce qui nous amène à nous rassembler, c'est les craintes de ce que prépare le président de la République, parce qu'on nous réunit alors peu, parce que c'est 6 réunions par organisation syndicale, et pendant ce temps-là on est obligé de lire le journal pour découvrir les contours de ce que pourraient être les ordonnances qui vont être rédigées durant l'été. Et dans ce qu'on lit, c'est la remise en cause des droits des salariés. Ceux qui disent qu'il faudrait supprimer les droits ne connaissent pas ce que c'est de ne pas avoir de droits. Donc on a, depuis la semaine dernière, commencé des mobilisations, des rassemblements, des débats avec les salariés qui vont se prolonger tout l'été, et on projette
des mobilisations plus importantes dès la rentrée, parce qu'une telle loi ne peut pas passer comme une lettre à la poste, si je puis dire. C'est ce qui s'est passé l'année dernière en pire. Voilà, donc le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs de cette loi travail, puisqu'elle a été évoquée ce matin au Conseil des ministres. Est-ce que la CGT a raison déjà de surfer là-dessus ? Alors ouais, elle est dans l'anticipation. De toute façon, la politique, c'est un rapport de force, donc ils sont obligés de se positionner. Oui, mais le poids des syndicats, ils ne représentent plus rien aujourd'hui. Ils sont dans leur rôle, de toute façon, c'est tout à fait légitime. Non, mais les syndicats, on peut en parler, le poids des syndicats. On peut en parler. Bon, aujourd'hui, il est complètement éclaté. Voilà. Mais surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que la loi du travail, ce n'est pas que ça. C'est ça le problème. Il va falloir qu'on parle de tous les points essentiels, notamment la fusion entre les différents membres de représentativité qui se trouvent au sein d'une entreprise. Ça aussi, c'est quelque chose de relativement important. Délégué du personnel, le CHT, etc., etc., etc. En tout cas, c'est le premier gros dossier de Macron. Il a réussi. Attendez, n'allez pas trop vite. Il a réussi la politique. Il a réussi sur le renouvellement des personnages de la politique. Ça, on peut pas dire que c'est une réussite. Maintenant, c'est le volet social. Et là, c'est le plus gros des dossiers. Eh oui, le plus gros des dossiers. Donc ça passe ou ça casse pour Emmanuel Macron pour le coup. On y reviendra donc tout à l'heure. On expliquera d'ailleurs ce qu'est un vote par ordonnance, parce qu'on en parle beaucoup, mais on sait peut-être pas ce dont il s'agit. On y reviendra dans un instant. Avant d'en trouver aussi ton avis tranché, Jean-Marc, dans un instant pour parler de sécurité sociale et pour évoquer notre deuxième sujet. Vous êtes d'ores et déjà appelé à nous appeler justement pour donner votre avis sur Farhat Meni et sur une nouvelle menace concernant ses opposants dans la région de Kabylie en Algérie. Le Farhat Meni qui est à la tête du MAC. On y reviendra et on parlera aussi, Nadia, Jean-Marc, amis auditeurs auditrices, de cette baignade interdite aux femmes voilées. Ça se passe en France, à Lorette, dans le 42, dans un instant. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et bon début de soirée. C'est vrai, les pubs sont plus courtes là, c'est bien, on respire un peu. Ramadan est terminé, mon ami. Ramadan terminé, ça y est, on retrouve un peu des couleurs. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous rejoindre par mail lgf@francemaghreb2.fr, mobile répondeur 06 18 21 56 41. Direction maintenant Lorette, à présent, un an après la polémique, vous vous en souvenez, autour des messages diffusés sur les panneaux municipaux invitant les musulmans à vivre le Ramadan sans bruit. La ville de Lorette fait de nouveau parler d'elle, avec donc cette fois le règlement du bassin de baignade naturelle qui inauguré la semaine dernière, qui fait débat donc en effet un règlement qui interdit l'accès aux lieux aux femmes voilées. Une interdiction qui fait bondir les acteurs qui luttent contre les discriminations et pour le vivre ensemble, notamment comme la Maison des Potes 42, l'association a décidé de porter plainte. Elle interpelle aussi le préfet de la Loire, le procureur de la République Saint-Étienne Métropole, qui a cofinancé d'ailleurs ce projet. Pour Hamza Ould Mohamed, le président de la Maison des Potes 42, le maire de Lorette va trop loin. Écoutez. Il n'est pas sa première provocation du même style. C'est pour ça que ça nous inquiète un peu. Et puis aujourd'hui, ça monte en niveau. L'année précédente, c'était des conseils qui donnaient aux musulmans de ne pas faire du bruit. Cette année, carrément, il interdit carrément un lieu public. C'est-à-dire aujourd'hui, une famille qui va emmener ses petits-enfants se baigner ne peut pas. Aujourd'hui, ça nous rappelle un peu des heures sombres de l'histoire où avant, on placardait dans des restaurants interdit aux chiens et interdit aux Italiens. Aujourd'hui, quelques différences près, c'est interdit aux chiens et interdit aux femmes voilées. Ça nous alerte et on veut quand même aussi alerter l'opinion publique et puis les institutions de se dire attention, ne nous laissons pas aller sur cette pente. Aujourd'hui, préservons le vivre ensemble, essayons-nous de serrer les coudes, préservons nos valeurs qui ont fait de nous la France, ces valeurs de tolérance, de vivre ensemble, de laïcité. Ça paraît quand même hallucinant, non, cette histoire. Là, ça dépasse l'entendement. Il dit effectivement, ça nous rappelle des pages sombres de l'histoire et ça devrait même pas mobiliser seulement les acteurs de la société civile et des militants. Ça devrait soulever toute la France. Enfin, je veux dire, on se souvient qu'aux États-Unis, on interdisait à des blacks de boire à certaines certaines fontaines d'eau publiques n'étaient pas accessibles à certains blacks. Pareil. Ouais. Pour le bus, en Palestine de la même façon. Enfin, il y a aussi une forme d'apartheid en Afrique. On en est plein dedans. Je veux dire, tout le monde devrait s'émouvoir de ce qui se passe là en ce moment dans cette ville. Moi, ça me pousse à une réflexion. Franchement, là, il y a une certaine émotion, très honnêtement. Ça me pousse une réflexion. C'est de la discrimination pure et simple. Bien sûr. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ils disent qu'ils veulent lutter contre le radicalisme. Ils disent qu'ils veulent lutter avec une forme
d'islam, mais en fait, ils confortent les gens qui sont dedans, parce que ces gens, ils disent quoi? Ils disent, vous voyez, vous avez pas à être avec eux. Ils veulent pas de vous. Restez entre nous, restons avec nous. Ils poussent au communautarisme. Ils poussent au communautarisme. Donc c'est là où c'est deux fois plus grave parce que on stigmatise les gens et certains en font de la radicalisation leur business et leur fonds de commerce. Les vrais radicaux sont en pouvoir. Aujourd'hui, quand on interdit à des femmes d'accéder à une base de loisirs parce qu'elles portent un hijab, donc qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme chez elles. Tout à fait. On l'empêche justement de partager des moments avec toutes les composantes de cette société. Pareil pour l'école, quand on dit vous ne venez pas à l'école avec un voile, on vous donc ce mythe du grand frère et du père qui enfermerait la femme c'est eux qui l'entretiennent, c'est eux qui le créent. Voilà. Ça même rappelle pas d'ailleurs, c'est eux qui enferment les femmes justement dans leur maison. Vous vous souvenez évidemment quand on parlait du voile intégral, il y avait je crois quelques cas en France et quand ils se sont acharnés là-dessus, il y en a eu de plus en plus. Alors peut-être certaines femmes l'ont fait par résistance, je sais pas. Il y a une question de. C'était une question de mode. Tu parlais effectivement de discrimination, c'est une chose, mais moi les voies de droit, pourtant je suis juriste, mais j'en ai que faire aujourd'hui, parce que si vraiment le droit, on était dans un véritable état de droit et que la justice faisait bien son travail, on n'en serait pas là. Donc c'est des décisions qui sont purement il faut se battre quand même. Non mais bien sûr, il faut utiliser aussi ces voies de droit, mais à un moment donné, moi c'est même pas tant le fait qu'on met, comment dire, j'en perds mes mots tellement il y a une émotion, c'est vrai, c'est même pas tant qu'on se rend coupable d'une discrimination, c'est que avant les règles de droit de ce pays, il y a la dignité, il y a l'intégrité des gens. On en fait quoi de ça? Je suis tout à fait d'accord. On ne nous respecte pas. Je suis tout à fait. Et en fait, à quel moment ces gens se sont dit qui pouvaient ne pas nous respecter? Tu vois, moi, c'est ma vraie question. Le problème est que on ne veut pas. Le problème est que dans la communauté, on ne veut pas utiliser les instruments qui sont à notre portée. Créons un lobbying. Bon Dieu, il est où notre lobbying? Il nous en faut un. Quand on subit une discrimination, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On a des moyens de pouvoir porter sa voix, on a des moyens de se faire entendre. On dit tout le temps, ouais, mais ça sert à rien. Si, ça sert, parce qu'à un moment donné, ça va finir. Parce que si Nelson Mandela était resté là où il était, en disant ça sert à rien, aujourd'hui, l'Afrique du Sud serait toujours sous le prétexte fallacieux du calvaire de Canaan. N'oubliez pas qu'à un moment donné, l'Afrique du Sud, l'apartheid était justifié par rapport à une histoire biblique. Donc, n'oubliez pas ça. Donc il a fallu de combats idéologiques, combattre l'idéologie, combattre la religion pour pouvoir trouver sa liberté. Aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps que ça, les blacks étaient considérés comme des animaux, ils pouvaient même pas monter dans les transports en commun. Donc à un moment donné, il faut qu'on se prenne en main, il faut qu'on se batte. Ça fait des années qu'on se rabâche là-dessus. C'est ça ce que j'allais dire. Là mais on fait rien. On est en 2017. On fait rien nous-mêmes. Bah oui, mais alors, c'est pas parce qu'on fait rien nous-mêmes qu'il faut non plus se laisser. Bien sûr qu'il faut se battre. On ne fait que ça. Voilà. Mais à un moment donné, il faut aussi entendre que les gens, ils en ont peut-être marre de se battre, d'être toujours. À un moment donné, t'as envie de baisser la garde. Faut pas renoncer. Mais non, mais bien sûr qu'il faut pas renoncer. Mais il faut aussi entendre. Et moi, je peux comprendre. Pourtant, j'ai longtemps été bénévole. Moi, je peux pas comprendre. J'ai longtemps été bénévole au sein du milieu associatif. J'arrive à comprendre aujourd'hui que des gens disent. Non, je comprends pas ça. Laisse-moi terminer. Je suis fatigué. J'ai pas envie de te laisse-moi terminer. J'ai envie de baisser la garde. Voilà, et on peut pas. Non, t'as pas le droit. On est systématiquement dans une espèce d'adversité, de baisser la garde, etc. Ça va pas ou quoi? Tu dois pas baisser la garde. Tu dois continuer parce que tu le fais pour tes enfants, tu le fais pour ceux qui sont à venir. On est obligé, c'est un instinct de survie. Rosa Parks, est-ce qu'elle a baissé la droite? Instinct de survie. Est-ce que Rosa Parks a baissé la garde? Bon, écoute, la prochaine fois, tu me donnes le planning en avance, Jean-Marc, Christophe, comme ça, je laisserai la place à quelqu'un d'autre. Tu dois te battre. Voilà, vous voyez, l'auditeur, elle aime pas la contradiction. Non, c'est pas que j'aime pas la contradiction. C'est qu'il faut aussi que tu entendes que des gens aussi, moi, personnellement, c'est une actualité que j'esquive, que je n'ai plus envie d'entendre, que je n'ai plus envie de voir. Et malheureusement, on est cerné par cette actualité. J'entrevois ce que tu dis. J'entrevois ce que tu dis parce que je sais que tu es une femme de combat, que tu es une militante. Je peux comprendre que tu es fatiguée. Que t'es fatigué. On entend un peu Christophe quand même. J'ai dit il est bien aimable d'un coup. Que t'es fatigué. Non, mais c'est pas une question d'être aimable. Non, mais c'est que là, je suis en train de la pousser dans des retranchements. Manque de poids. Pour lui dire, on sent qu'il a été encarté au Parti Socialiste. On le sent. Non, mais je suis pas socialiste, monsieur. Oui, tu sais. Je ne suis pas socialiste. Mais je suis pas socialiste. Mais ce que je veux dire, j'entends ce qu'elle dit, Nadia, mais je dis qu'on doit continuer à se battre. Il faut qu'on y croie dans notre combat. Mais on va le faire. Bon, on écoute Rachid de Metz maintenant qui est avec nous. Bonsoir Rachid. Oui, bonsoir. Bonsoir Rachid. À toutes et à tous. Bon, alors faites-vous une petite place, mon cher Rachid.
Bienvenue Rachid, merci de nous sauver. Ouais. J'ai écouté effectivement ce qui a été mis en place par une commune qui serait a priori dans le 42. Oui, ça s'appelle Lorette. Bon, moi c'est vrai que quand on écoute ça, on a envie de bondir et c'est la première réaction qui est humaine et qui est tout à fait normale, mais j'ai envie de dire que de bondir, ça ne servira à rien et ça ne fera pas avancer le schmilblick. La première des choses qui me vient moi à l'esprit, c'est de faire constater au fait déjà dans un premier temps ces choses par des huissiers, etc. Enfin voilà, être vraiment sur le champ juridique, vraiment faire constater ces choses. C'est le cas. Hein, et puis après, enfin il y a plusieurs possibilités. Enfin moi je dis ça en toute humilité, mais c'est vrai qu'il y a différents combats entre guillemets qui sont possibles. Il y a le combat sur le plan pédagogique et de la communication. On n'a pas les armes, on n'a pas les moyens, soyons clairs. Pourquoi on n'a pas les armes Pourquoi on n'a pas les armes de la communication? Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des médias nationaux ne relayent même pas. Mais on a Twitter, ça marche bien Twitter. C'est vraiment scandaleux. Twitter, ça marche bien. Et il me semble que les associations locales n'ont pas les moyens de faire remonter ces réclamations qui sont légitimes d'un point de vue juridique. Donc ça, c'est le premier champ. C'est le combat du point de vue de la pédagogie, de la communication, et après du point de vue juridique. Et là, j'ai envie de dire, là, c'est un appel que je fais, et moi, je serai le premier à souscrire si des fois. On écoute ton appel, Rachid. C'est quoi? Ce serait de mettre en place une plateforme dans laquelle il y aurait une souscription qui serait possible de la part de toute personne, musulmane ou non, hein. C'est de la discrimination comme on l'a. Des défenseurs de droit. Voilà. Simplement, voilà. Une plateforme financière dans laquelle chacun pourrait verser ce qu'il veut en termes d'argent pour avoir les meilleurs conseillers juridiques et les meilleurs avocats dans le domaine. Non, voilà. mais alors pour ça, attaquer frontalement. Ça existe. Il n'y a aucun doute que cet arrêté va être annulé par le tribunal administratif. Et ça, on en a aucun. Enfin, on a bien vu l'expérience avec l'histoire. C'était, je sais plus même dans quelle ville, voilà, du Burkini. Au bout du compte, on a gagné. Je veux dire, sur le droit est de notre côté. Il y a aucun problème à cela, mais c'est sur les mentalités en fait qu'il va falloir plus travailler. Il y a deux volets, effectivement. Qu'on arrête d'être fataliste. Communication, pédagogie et juridique. Mais le premier, hyper important, communication, pédagogie, de bien expliquer que les moyens de les moyens a le droit d'aller à la piscine comme tout à chacun, et puis que c'est un être humain comme tout le monde. Le souci étant, vraiment insister là-dessus parce qu'on c'est vraiment révoltant et l'image qui en est vendue. On a des moyens de communication, commençons par les utiliser. Si on utilise ces moyens de communication, croyez-moi que il y a autant de musulmans sur Twitter, sur Facebook et tout Snap et tout ce qui s'ensuit que des autres. Donc déjà ça aussi c'est un bon moyen de pression parce que quand on a eu le problème de Monsieur Hanouna, les réactions sont arrivées surtout de Twitter. Mais tu as raison d'un coup, mais tu as énormément raison, Jean-Marc, sur un point. Jean-Marc, Rachid, Nadia, amis auditeurs, auditrices, il va falloir qu'on aussi, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le constat, beaucoup en train de critiquer, etc. Mais il faut aussi savoir s'auto-juger, s'auto-critiquer. Et on a un gros problème dans cette communauté, c'est un problème de rester comme ça, à subir, sans rien faire, à pleurnicher sans arrêt. Aujourd'hui, je suis désolé, il y a à peu près 5 à 6 millions de musulmans selon les chiffres en France. Lorsqu'il y a une attaque qui est faite envers cette communauté, il n'y a pas grand monde qui réagit. Personne ne bouge, Nadia. Là, pour le coup, il y a eu un communiqué, cette association-là du 42. Oui, mais d'accord, c'est une association, normalement, c'est à l'échelle nationale, c'est tous les musulmans. Bien sûr, tu as raison. Et aujourd'hui, quand Jean-Marc le disait, aujourd'hui, on attaque le lobby gay en France. Quand on attaque le lobby, les juifs en France, ils ont constitué une certaine organisation, et bravo à eux. Moi, je les salue. Je les félicite. C'est ce qu'ils nous font, un lobbying. Je les félicite vraiment. Je peux juste intervenir une dernière fois. Et vous demandez, et c'est une question là aussi. Que fait le CFCM? Point d'interrogation. Je ne sais pas, peut-être qu'à l'Asie, je n'en sais rien.
Peut-être qu'il y a eu un communiqué, j'ai pas fait attention, ouais. Le CEPSEM, CEPSEM. voilà, Est-ce que c'est son terrain d'action? Parce qu'on sait pas vraiment son terrain d'action. CEPSEM, c'est peut-être plus l'organisation des lieux de culte, etc. Elle a un objet dans ses statuts. Est-ce que ça rentre dans le cadre de son objet? Oui, mais elle peut très bien condamner cette énième discrimination et cette atteinte en appelant à voter Macron, voilà. Oui, voilà, exactement. Donc on aurait pu très bien, effectivement, sortir un peu. Ouais. Merci Rachid, en tout cas, de ton avis, et très sensé. À bientôt du côté de Metz. Merci Rachid du côté de Metz. On viendra vous voir très bientôt. Merci à vous pour vos débats riches et nourris, et puis bonne continuation. Et puis j'espère que ça s'arrangera, et puis surtout ça fera un écho au niveau national. Voilà. Et international. En fait, c'est surtout quand c'est à l'international qu'il y a un écho, qu'au niveau national, il y a une mobilisation. C'est curieux, mais c'est comme ça. Rachid, il a plu à Metz aujourd'hui ou pas encore? Non, là il a plu légèrement entre midi et 2h, et puis là il fait beau, ça va, il fait 28 degrés. J'étais sûr que tu allais nous la faire celle-là, Rachid. Merci Rachid. J'étais sûr. Merci beaucoup. Bon après-midi. À bientôt Rachid. Ciao, ciao. Mais c'est vrai quand même, pour en finir là-dessus, on est là à subir beaucoup, à crier, à gueuler au téléphone, etc. Mais quand il s'agit d'agir, et l'exemple, une nouvelle fois, on est concret avec la pétition pour soutenir le recours qui d'ailleurs, messieurs dames, a été déposé, sachez-le, auprès du Conseil constitutionnel. Il y a eu une conférence de presse de Farida Amrani et Ulysse Medrabet donc tout à l'heure, qui ont en effet annoncé qu'ils avaient déposé le recours auprès du Conseil constitutionnel avec des preuves. Visiblement, ils sont très confiants, notamment des bulletins qui ont été signés au crayon, de nouveaux inscrits comme ça sur les listes électorales entre les deux tours, des bulletins déchirés. Ils ont vidéo et photo à l'appui, donc ils sont d'après l'avocat qui a parlé tout à l'heure, ils sont extrêmement confiants. Mais ceci montre quelque chose, c'est que la pétition qui a été lancée il y a quelques jours pour soutenir donc ce recours auprès du Conseil constitutionnel de Farida Amrani, quand on regarde les signataires, il y a beaucoup d'Éric, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de Mohamed. 60%. Pas beaucoup de Mamadou, pas beaucoup de Mohamed, 60%, voilà. Alors, c'est un constat, Nadia, c'est un constat. Mais voilà, il est terrible ce constat. Il est parlant aussi. Il y a un constat qu'il faut entendre, et alors il y a aussi autre chose, c'est que malheureusement, on nous a tellement, c'est pour ça que là on parle beaucoup des discriminations, les difficultés auxquelles la communauté arabe, maghrébine, musulmane, enfin peu importe, on y fait face au sein, à l'extérieur, hein, il y a des gens, il y a l'hostilité qui vient de l'extérieur, et aussi à l'intérieur. C'est qu'à un moment donné, on nous a tellement infantilisés qu'on a besoin aujourd'hui qu'un leader se positionne et dise voilà, il faut prendre cette direction, il faut aller là. C'est-à-dire que si cette pétition avait été portée par certaines personnes, parce qu'ils ont une certaine influence et qu'ils ont passé leur temps à construire leur leadership, je pense qu'elle aurait eu beaucoup plus de succès. Non, ça a été, on a atteint notre objectif. Non, mais bien sûr. Avec nos moyens. Tu le disais que tu avais peiné. Il n'y a pas que moi, on est plusieurs. On a passé des nuits blanches, tous. On s'est mis corps et âme à faire jouer nos petits réseaux à notre modeste niveau. Et nous avons dépassé les 11 000. On est à 11 500 des poussières. Mais en toute modestie. Et puis nous, on recherche pas à avoir la gloriole, à avoir la guerre. C'est un mouvement citoyen. C'est pas France Maghreb 2. C'est une team comme ça. On a décidé de faire ça pour essayer c'est vrai qu'on critique aussi à la radio pour donner l'exemple. Allez, parti pour l'avis tranché de Zébélus. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. France Maghreb 2, le grand forum, Jean-Marc Zébélus pour son avis tranché. On est tout oui. Voilà ma brève de chicha. Bon, je récupère ma chicha. Bon, tout va bien. Elle est allumée. Christophe, si ça va pas, tu me passes le charbon. Alors, c'est concernant la fameuse l'assurance maladie, concernant la fiche de paye. Alors, il est force de constater que souvent, on reçoit une fiche de paye avec des mentions obligatoirement qui doivent être affichées obligatoirement, selon le code du travail, l'article 3243 -1, qui dit qu'il doit y avoir certaines mentions, l'adresse de l'employeur, le SIRET et tout, etc., etc. Ensuite, nous avons différents prélèvements qui représentent une charge considérable, c'est-à-dire que on nous impute ça de le salaire qu'on devrait avoir. Du salaire brut, on passe à un salaire net qui est amputé d'un montant environ de 40% grosso modo. Et puis souvent en fonction des différentes conventions. Mais ce qui est choquant dans tout cela, c'est que on nous dit toujours que la sécurité sociale est en déficit. D'un autre côté, on nous dit que le plus mauvais payeur, c'est l'État. On nous dit d'autre part que l'État
ponctionne dans ces caisses qui sont souvent excédentaires. Depuis tout petit, on nous dit que ça va mal. Mais force est de constater que de plus en plus, ces prélèvements augmentent sur notre fiche de paye et, paf le chien, on est de moins en moins remboursé. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de médicaments qui ne sont pas pris en compte, mais les prélèvements continuent à s'accroître. Donc, je me pose la question à me dire, en vérité, cette fiche de paye et ces prélèvements, ça sert à quoi? À nous créer une couverture sociale ou simplement à renflouer une caisse, et d'autre part, ou à enrichir justement l'État, ou encore à entretenir l'État dans son train de vie, puisque on apprend par ailleurs que l'Élysée a un coût de fonctionnement supérieur à la Maison Blanche des États-Unis, qui a plus de 200 000 habitants. En France, on est à plus de 60 000 habitants. À un moment donné, on voit qu'il y a un problème. Et puis, on voit l'Assemblée nationale. Donc, à un moment donné, on nous a dit la France d'en haut, la France d'en bas. La France d'en bas devrait se serrer la ceinture. Et la France d'en haut devrait se libérer la ceinture. Et même ne pas en avoir. Donc, je me pose la question à nous dire, est-ce que le trou de la sécurité sociale, est-ce un prétexte ou simplement un moyen de faire de nous des vaches à lait? La question est posée. Nadia, peut-être souhaite réagir. La réponse, bien sûr, vache à lait. Enfin, je veux dire, les niches fiscales, si on supprimait un grand nombre de niches fiscales, je sais pas quel nombre, hein, je veux dire, tu combles la dette de la Sécu sans aucun problème. Donc, trouver de l'argent. Une vache normande. Oui, des vaches voilà, oui. Ouais. C'était la petite blagounette pour les auditeurs parce que je suis d'origine normande. Ah bon? Je savais pas. Voilà. Non, mais franchement, force est de constater que vous avez même des maladies type diabète qui engendrent. Il y a des conséquences, notamment sur la vision, et tout n'est pas remboursé à 100%. C'est-à-dire vous avez des problèmes d'acuité dus justement au diabète, et ça n'est pas pris à 100%. Vous avez des problèmes sur la dentition qui n'est pas pris à 100%. Le diabète est pris à 100%, mais les conséquences ne sont pas prises à 100%. En revanche, on nous sort, oui, la retraite par capitalisation, la retraite par répartition. On nous dit qu'il va y avoir des caisses privées. Enfin, tout ça, c'est un méli-mélo, c'est un melting pot. Et on n'y comprend que dalle parce que tout est technique, et celui qui comprend exactement sa fiche de paye, qui nous appelle. Pas facile ça, hein? Non, c'est pas facile parce que là, on n'y comprend pas grand-chose. Elle n'est pas simplifiée, cette fiche de paye. Et puis, nous avons une juxtaposition de caisses. Hein? Pourquoi ne pas avoir une caisse unique qui sera en mesure de gérer pas mal de choses? Déjà, sur le coût de fonctionnement, ce serait moins important. Parce que l'organisme de la sécurité sociale, qui sont des assimilés fonctionnaires, ça a un coût. L'UNEDIC a un coût, etc., etc., etc. Donc, à un moment donné, il va falloir que les citoyens se posent de réelles questions. Allez, à retrouver dans un instant, messieurs, dames, celui de Nadia Lazouni, mais je vous annonce que nous aurons Ulysse Merabet qui va faire le point avec nous sur la conférence de presse, sur le recours déposé par Farida Amrani. C'était donc cet après-midi au Conseil constitutionnel. On va faire le point parce que la France insoumise, enfin Farida Amrani en l'occurrence, et Ulysse Merabet, qui annoncent avoir des preuves solides. L'avocat l'a dit tout à l'heure concernant ce recours. On fera le point avec Ulysse Merabet qui sera avec nous dans un instant. Et on parlera, si on a le temps, de Farhat Meni, et aussi à suivre dans cette émission du Grand Forum sur France Maghreb 2 de la loi travail. Ça passe ou ça casse pour Emmanuel Macron? On se pose la question, à tout de suite. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec Nadia Lazouni, Jean-Marc Zébellus, et on parlait évidemment de ce recours. On en parle beaucoup d'ailleurs depuis la semaine dernière, certains disant même que peut-être se posant la question, va-t-il avoir lieu ou pas? Eh bien, sachez qu'il a été déposé, et on va faire le point avec Ulysse Rabaté qui est avec nous. Salut Ulysse. Bonjour tout le monde. Bonsoir Ulysse, bienvenue sur France Maghreb 2. Alors Ulysse, que s'est-il passé cet après-midi? D'abord, est-ce que tu nous confirmes officiellement que le recours a bel et bien été déposé auprès du Conseil constitutionnel? Voilà, donc je vous confirme, on était avec Farida Amrani, avec notre avocat Hervé Tourniquet, et puis surtout plusieurs militants de la circonscription, donc pour déposer le recours au Conseil constitutionnel. Donc il a été déposé comme prévu à 14h au Conseil constitutionnel, et puis
du coup, on a donné ensuite une petite conférence de presse où notre avocat a pu donner quelques premiers éléments de ce dossier. Alors je vois qu'il circule sur Twitter depuis tout à l'heure justement quelques-unes des preuves que vous apportez et ce pourquoi d'ailleurs vous faites ce recours notamment. On parle de nouveaux électeurs qui sont apparus entre les deux tours. On parle aussi de signatures sur des papiers au crayon. On parle de tout ça quoi. Ouais, bah, en tout cas, il y a un faisceau d'éléments qui peuvent être des irrégularités qui elles-mêmes pourraient entraîner annulation d'élection. Donc, il y a notamment ce que vous avez sans doute vu, parce que j'ai vu que c'était maintenant sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des signatures sur les cahiers d'émargement avec des traces de crayon à papier en dessous de la signature à l'encre. Ah oui. Oui, effectivement. Alors, je sais pas d'ailleurs ce que dit la loi. Est-ce qu'on a, parce qu'il y a eu de nouveaux inscrits entre les deux tours, ça vous le confirmez, Ulysse? Oui, il y a eu des nouveaux inscrits. Donc ça, c'est notre avocat qui a évoqué aussi cet élément qu'on a mis dans le dossier, c'est-à-dire des nouveaux inscrits avec le côté un petit peu particulier, qui est que de nombreux nouveaux inscrits dans une des communes de la circonscription. Très bien. Alors maintenant, de la suite à donner à ce recours, Ulysse, comment ça va se passer juridiquement? Écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, tous les documents officiels sur lesquels on a travaillé pendant 10 jours avec des dizaines de citoyens de la circonscription, ils vont être rapatriés au Conseil constitutionnel pour être étudiés par les juges. Et puis, vous savez, c'est une enquête, donc les juges vont commencer eux aussi à enquêter. Donc, il va y avoir dans les temps qui viennent peut-être des demandes d'éléments supplémentaires de la part du Conseil constitutionnel, une défense aussi peut-être de Manuel Valls. Et puis voilà, il y a c'est le chemin d'un recours. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas aujourd'hui, c'est une étape à la fois indispensable et très importante d'avoir déposé ce recours et puis d'avoir c'est ce qu'on dit depuis le début, et on est très confiant évidemment dans la suite des événements et donc on est très satisfait, très fier aussi d'être allé au bout de ce recours parce que je sais qu'on a eu la discussion avec vous déjà aussi la semaine dernière. Déposer un recours au Conseil constitutionnel, c'est un vrai combat, c'est un combat encore plus difficile quand c'est après une élection qui a déjà été très dure face à Manuel Valls et rien n'aurait été possible sans l'engagement de dizaines de citoyens qui sont rendus en préfecture parce que c'est leur affaire cette élection et donc qui ont rassemblé après un gros travail plein d'éléments pour que notre avocat puisse travailler et déposer ce recours. Est-ce que, alors concrètement, deux questions en ce qui me concerne avant de laisser Nadia et Jean-Marc. Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui? C'est que cette élection soit annulée et refaite? C'est un recours en annulation, donc en effet on demande l'organisation d'un nouveau scrutin au cours duquel on demandera, comme on l'avait fait la dernière fois, mais là on le fera peut-être plus sérieusement encore, des observateurs extérieurs et indépendants pour le bon déroulement du scrutin. Et que répondez-vous à Manuel Valls qui effectivement s'en est pris à Farida, à la France Insoumise hier sur RTL, dans une tribune aussi dans Libération, où il accuse finalement qu'on a cessé de le faire passer comme un islamophobe. Alors il parle de relents antisémites dans la campagne menée par Farida Amrani. C'est terrible. Écoutez, nous on va pas tomber dans le piège de la provocation, de l'insulte, voire de la diffamation qu'on observe depuis maintenant 48 heures de la part de Manuel Valls. Pour nous, tout ça, c'est de la diversion pour contourner l'attention sur l'enjeu essentiel qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire le recours et les questions qui sont posées à Manuel Valls sur le contexte de son élection. Nous, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, évidemment, on ne tombe pas dans le piège de la provocation parce qu'on est concentré sur quelque chose de bien plus sérieux qui est notre recours. Et j'ai envie d'ajouter que, vous savez, l'agitation et la provocation de Manuel Valls, ça a presque tendance à nous calmer et à nous rendre encore plus sereins. Donc l'effet escompté qui serait de nous énerver, c'est plutôt l'effet inverse aujourd'hui, c'est que nous, de voir que le camp de la peur est pas de notre côté mais plutôt de l'autre, et puis de voir à quel point il perd son sang-froid,
c'est plutôt quelque chose, nous, qu'on prend comme une bonne nouvelle. Ulysse Rabaté avec nous sur France Maghreb 2, premier suppléant de Farida Amrani, et je dois essayer de le dire et l'annoncer. Premier et dernier, hein. Il y en a qu'un seul de suppléant. Ah bah très bien, premier et dernier, mais en tout cas pas premier et pas dernier pour l'instant, parce qu'il rejoint la team du LGF. J'espère qu'on va te voir bientôt Ulysse pour ta première sur France Maghreb 2. Nadia Lazouni, est-ce que tu as une petite question pour Ulysse? Bravo Ulysse, hein, en tout cas nous on est forcément derrière vous, puis on est admiratif effectivement de votre résilience et de votre sérénité face à un Valls qui est véhément et qui tient des propos calomnieux, hein, c'est de la diffamation pure. Et non, ma question c'est quand est-ce que le Conseil constitutionnel statuera en fait, combien de temps? Écoutez, on n'a pas de date précise, mais en moyenne c'est 4 mois. Moyenne 4 mois, d'accord. Donc vous savez, c'est 4 mois, c'est voir si là, avec les ça vacances. Ça paraît loin, mais ça va aller très vite. Avec les vacances, on part pour 6 4 mois pendant lesquels le Conseil constitutionnel va travailler et enquêter sur cette affaire. Hein. D'accord. Jean-Marc Zébélus. Alors Ulysse, Jean-Marc, j'ai une chose à vous demander. Qu'est-ce qu'il en est concrètement sur le terrain des élus, des électeurs de la circonscription? Qu'en est-il vraiment? Quelle est la température? C'est une bonne question. C'est très bien de poser cette question-là parce que nous, c'est ce qu'on rappelle à chaque fois qu'on parle à des journalistes, c'est que nous, ce recours, on le fait d'abord pour les gens qui habitent cette circonscription et qui se sont reconnus dans cette campagne, qui se sont prononcés pour nous et qui ont envie de vérifier que l'élection s'est passée dans les règles. Et donc nous, évidemment, on n'est pas comme Manuel Valls. Nous, le lendemain du scrutin, on est dans les rues de nos villes, voilà, et on parle avec les gens. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit dans la circonscription, c'est d'abord de continuer le combat, de pas le lâcher. De pas le lâcher d'abord sur le plan évidemment du recours, et donc c'est aussi pour ça que beaucoup nous ont soutenus dans le cadre de ce recours, c'est que ça fait partie aussi du combat politique sur la circonscription. Et ce qu'on nous demande aussi évidemment, et c'est aussi pour ça qu'il faut être à la hauteur, c'est de continuer le combat aussi sur le terrain, parce que quoi qu'il arrive après ce recours, rien ne sera plus comme avant sur cette circonscription. Il y a dans ma ville, Corbeil-Essonnes, on fait 60%. Je vous rappelle que c'est la ville de Jean-Pierre Bechetia et Serge Dassault. À Évry, on fait 50%, dans le fief de Manuel Valls. Donc ce que les gens demandent, et c'est pour ça c'est nous pour ça qu'on fait de la politique, c'est qu'on continue à se battre à leur côté, parce que il va y en avoir des combats à mener au-delà de notre recours. Il va y avoir beaucoup de combats à mener avec les habitants de notre circonscription, les habitants de banlieue, ceux pour qui tout est plus dur. Et nous, on a envie de continuer à mener le combat, et je vais même vous dire quelque chose, c'est que on est presque pressé que ce feuilleton s'arrête là pour pouvoir faire de la politique comme on aime la faire auprès des gens, parce que nous, on n'est pas des anti-Valls primaires. Nous, si on s'oppose à Manuel Valls, c'est parce qu'il incarne une vision de la société qui est radicalement différente que celle dans laquelle nous on se retrouve, et c'est pour ça qu'on va se battre. Et donc ce que les gens nous disent, c'est on continue. Parce que Ulysse, ce que je peux vous dire, c'est suite à une pétition qui a été lancée par rapport à l'émission, je peux vous dire que les gens qui ont répondu massivement ne sont pas forcément de la circonscription, mais qui se sentent aussi trahis quelque part, parce qu'on parle d'un scrutin national. Donc c'est aussi... Et d'ailleurs, nous dès qu'on peut, on précise que ça a été une grande force pour nous tout au long de cette campagne, ce soutien à la fois sur notre territoire, mais aussi partout ailleurs en France. Tout à fait. Et que on assume complètement d'avoir cette dimension symbolique dans notre combat, parce que Farida comme moi, on n'est pas n'importe qui, on est des élus d'opposition qui se battent depuis des années sur ces territoires, et on revendique d'être l'inverse de Manuel Valls et d'avoir fait cette campagne avec très peu de moyens et avec que des gens qui l'ont fait pour la beauté du combat. Pour info. Et donc ça, c'est important de vous le dire, de vous remercier aussi évidemment des mots que vous avez pour nous, et donc de dire que évidemment que la dimension nationale du scrutin, elle compte, et d'ailleurs j'imagine que c'est aussi quelque chose qui va être pris en compte dans l'enquête et dans le travail sur le dossier de la part des juges. Sachez une chose, c'est que vous avez même des gens des DOM qui ont signé cette pétition. Il y a des gens des DOM qui ont signé, ça je vous le garantis. C'est exceptionnel. Il y a des gens des DOM qui ont signé. Maintenant il faut gagner Maintenant il faut laisser la justice faire. Tout à fait, dans la sérénité. Dans les mois qui viennent. Et puis voilà, espérer. D'ailleurs, c'est pas l'espérance, c'est juste continuer à se battre et faire confiance à la justice. Pas de manifestation. Mais non, mais parce que pourquoi il y a une mobilisation aussi nationale? Parce que c'est la démocratie qui est mise en péril à travers ce qui s'est passé dans votre circonscription. Ulysse, depuis tout à l'heure, on parle un peu de cette affaire dans les médias.
médias. Et alors, en regardant un petit peu, c'est que les médias maintenant pointent la responsabilité de la France insoumise en n'ayant pas soutenu Farida Amrani. C'est quoi ça? Parce qu'on a eu la discussion tout à l'heure. Écoutez, nous, on a été soutenus quand on l'a demandé. Après, aujourd'hui, nous, notre souhait de venir déposer le recours avec nos amis, les citoyens de cette circonscription qui sont battus sur cette campagne, qui étaient en préfecture depuis 10 jours, nous, c'était un souhait qu'on avait fait, de continuer à faire ce travail et ce combat, de terminer ce combat, parce que en un sens, on ferme un chapitre en déposant le recours. On voulait le faire avec les gens et les habitants de notre circonscription, et donc pour nous, c'était logique de faire ça entre nous, sans les responsables nationaux de la France insoumise. Donc c'est de toute façon, moi, c'est ce qu'on a dit aussi, c'est que ça soit Jean-Luc Mélenchon ou d'autres, aujourd'hui, ils étaient plus utiles à mener les autres combats qu'ils ont à mener plutôt que d'être au Conseil constitutionnel avec nous. Donc il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole ce matin sur Europe 1 aussi pour évoquer notre affaire. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu des débats qui nous intéressent pas beaucoup, quoi, parce que la question aujourd'hui, plutôt que de se demander si on a été assez soutenu, c'est déjà d'observer et de constater l'immense victoire et l'immense travail qu'on a fourni. Et croyez-moi, on l'a fourni aussi parce qu'il y avait des gens qui étaient disponibles pour nous aider quand on leur demandait. Très bien. Alors, Ulysse Rabaté, en tout cas, on attendra évidemment, et puis on attend de te voir ici pour la première de TLGF. Vraiment, ouais. Dès que tout ça se calme, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Ulysse. Merci, Ulysse. Au plaisir de se retrouver. À bientôt, Ulysse. Allez, ciao. Voilà, Ulysse Rabaté qui était avec nous pour faire le point donc sur ce recours déposé, vous l'avez entendu, cet après-midi auprès du Conseil constitutionnel. Oui. Je comprends une chose, et je trouve que c'est légitime. Il nous dit que, en fait, ça a été surtout le combat des électeurs de Farida Amrani. Ils ont surtout mis la primeur aux électeurs dans le combat plutôt que à la France insoumise. Et c'est tout en leur honneur parce qu'ils sont constamment sur le terrain, ils se battent constamment sur le terrain et ils sont complètement dans l'action, ils sont complètement investis. Il n'y a pas que là, mais tout au long de l'année, ils ont été investis. Donc, je trouve ça très intéressant. Vu comme ça, c'est très intéressant. La primeur était accordée surtout aux électeurs de la circonscription qui se sont sentis bafoués. Alors, on va passer maintenant, on a un peu perturbé le conducteur de cette émission, on va essayer de se rattraper aux branches avec tout de suite un nouvel avis tranché, celui d'un appel des maires, hein, c'est ça? C'est vrai, le front de mer. Le front de mer, très voilà, bien. C'est pas le front de mer de l'océan, etc. Non, c'est le front des mères, comme les mamans. Des mamans. En fait. Ah, des mères. Ah oui, le front des mamans. C'est pas les mères, patron des mairies, non? Non, elle est absolument compliquée, pas. la langue française, hein. Accent grave, RES. Voilà, c'est ça exactement. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. C'est vrai que Jean-Marc faisait une petite réflexion très utile. Il y a 3 mères, effectivement. Mais la mère que je préfère, c'est ma mère. Allez, Nadia Lazouni. Oui, alors moi je vais parler du Front de mer, qui est le premier syndicat de parents des quartiers populaires. Et ils ont donc lancé un appel qui a été publié sur le site contrattaque.org. Et moi j'ai envie de lire cet appel pour la simple et bonne raison qu'il est en lui-même en fait un avis tranché. Je commence donc la lecture de cet appel. Parents noirs, arabes et musulmans, parents habitant les quartiers populaires, êtes-vous sereins quand vous confiez vos enfants à l'école le matin? Êtes-vous rassurés à l'idée qu'ils y passent l'essentiel de leur vie? Nous sommes pour beaucoup d'entre nous inquiets, voire angoissés dès qu'on évoque l'école, et pour cause. Nos enfants fréquentent des établissements qui n'ont pas les moyens de fonctionner, avec des taux records de professeurs absents et non remplacés, des taux records de professeurs mal formés. Nos enfants fréquentent des établissements où ils sont stigmatisés et humiliés par certains enseignants, prêts à partir en croisade contre une jupe longue ou un début de barbe suspecte. Nos enfants sont traumatisés par des conflits d'autorité entre leurs parents à l'école, lorsque par exemple leurs parents leur demandent de ne pas manger la viande imposée dans leur assiette, alors que l'institution les incite, voire les oblige à la manger. Nos enfants apprennent à l'école à ne pas respecter les valeurs que nous essayons de leur transmettre. Nos enfants nous regardent quand nous sommes sermonnés et infantilisés par les enseignants. Nos enfants assistent aux humiliations que nous subissons, notamment lorsque nous sommes voilés et que
qu'on nous interdit de les accompagner en sortie. Nos enfants apprennent à l'école à avoir honte de leur maman. Nos enfants apprennent très tôt la hiérarchisation raciale. Nos enfants comprennent très tôt que l'école a un problème avec leurs cheveux quand ils sont crépus, avec leur langue maternelle si elle est africaine, avec leur religion quand c'est l'islam. Nos enfants subissent des programmes scolaires où les peuples dont ils sont issus sont infantilisés, diabolisés ou invisibilisés. Nos enfants apprennent à l'école à avoir honte de ce qu'ils sont. Cette manière dont l'école traite nos enfants n'est pas accidentelle. Les discriminations qu'ils subissent ont une fonction: les résigner à occuper les postes les plus précaires, les plus mal payés, aux conditions de travail les plus difficiles. Si notre enfant rêve d'avoir un jour un beau métier valorisé socialement, tout un système d'orientation se met en place de la maternelle au collège à travers les appréciations, le système de notation et les préjugés pour l'en dissuader et l'amener étape par étape vers des filières conduisant à des métiers à très faible valeur sociale. Nos enfants sont éduqués à l'école de manière à ce qu'ils deviennent plus tard une main-d'œuvre malléable et bon marché sans se plaindre. Mais ils sont aussi éduqués de manière à ce que même lorsque, exceptionnellement, ils font de brillantes études et qu'ils occupent des postes à responsabilité, ils restent à leur place, ils font allégeance et ils courbent l'échine. La manière dont l'école nous traite, nous parents, n'est pas accidentelle non plus. Nos familles, le lien que nous avons à nos enfants, la transmission que nous leur devons, nos racines, nos langues et nos religions sont des ressources pour nos enfants. Tout est fait pour casser cette famille ressource qui permettrait à nos enfants de mieux résister, isolés, pour mieux écraser. Comment empêcher que nos enfants soient ainsi brisés par l'école? Pour sauver nos enfants, nous ne pouvons pas nous contenter de stratégies individuelles, car avec ces stratégies individuelles, notre enfant sera amené à courber l'échine toute sa vie durant, et ça ne sera jamais suffisant. Qu'elle soit caissière ou ministre, téléconseillère ou avocate, notre fille subira le racisme. Qu'il soit chômeur ou chirurgien, livreur ou ingénieur, notre fils subira le racisme. À quoi sert d'élever notre fille comme une reine si la société dans laquelle elle grandit considère les personnes qui lui ressemblent comme des êtres inférieurs? En réalité, soit nous, parents, noirs, arabes et musulmans, gagnons ensemble, soit nous perdons ensemble, et aucun de nos enfants ne sera épargné, y compris les quelques-uns qui auront atteint les classes moyennes et supérieures, car qui peut prétendre qu'on peut être heureux en étant honteux et aliéné? Évidemment, nous voulons que nos enfants réussissent à l'école, y aient des bons résultats et s'y épanouissent. Mais nous devons refuser de choisir entre réussite scolaire et dignité. Nous devons le refuser pour nos enfants parce que nous les aimons et que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour eux, réussir et s'aimer soi-même, réussir et aimer les siens, réussir et avoir confiance en soi, réussir et rester digne, et j'ai bientôt terminé, parce que nous aimons nos enfants, parce que nous voulons mettre hors d'état de nuire le système raciste qui les détruit, parce que nous voulons leur transmettre tout ce qui pourra les rendre plus forts, à commencer par notre dignité, parce que nous voulons les éduquer à travers des valeurs d'égalité, de justice et de bienveillance, parce que nous savons que sans lutte politique et collective, ce combat-là est vain. Nous avons créé le Front des mères et nous lançons les états généraux des familles qui ont eu lieu le 24 mai 2017 à Montreuil pour réfléchir et travailler ensemble à un plan d'action concrète, collectifs locaux de parents. Rejoignez-nous pour organiser ces états généraux, contactez-nous. Et donc cet appel a été écrit par le Front de mer, coordonné par Fatima Wassak et Dariatou Kébé. Le contact, c'est Front de mer, FRONT 2 MERES 2, le chiffre, @gmail.com. Jean-Marc, qu'est-ce que tu penses de cet appel des Fronts de mer? Qu'est-ce que je puis dire? C'est légitime. C'est un triste constat, mais c'est un constat réel. Et qui est, je veux dire, touchant, dramatique, et que on dit souvent que nous devenons le fruit de la société dans laquelle nous vivons, que un enfant est souvent sous l'influence éducative, socio et culturelle. Donc imaginez-vous ces enfants, si ça continue, qu'est-ce qu'ils seront, qu'est-ce qu'ils deviendront. Alors, merci beaucoup en tout cas Nadia pour cet appel. Très très beau, très bel avis. On va passer maintenant au j'aime ou j'aime pas. On n'a pas eu le temps de faire hier. C'est le texte du Front de mer, je le répète. Du coup, le j'aime ou j'aime pas aujourd'hui est très fourni, très garni. C'est pour vous, Jean-Marc et Nadia, amis auditeurs. Alors, c'est la dernière puisqu'on sera plus ensemble apparemment. Ça dépend si tu deviens un peu plus gentil. Mais je ne suis que gentil avec toi, Nadia. Okay. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, alors là, pas mal.
Vous savez que mardi aura lieu le discours de politique générale de Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Vous savez ça? Mardi prochain. Oui, mardi. Sachez que la veille, le président de la République vient d'annoncer, enfin c'est plutôt le président du Sénat, Gérard Larcher, qui vient d'annoncer que le président Macron réunira à Versailles le Congrès et il parlera ainsi la veille donc du Premier ministre à Versailles devant les sénateurs et les députés. Est-ce une humiliation pour le coup là? Non, je pense que non, le Congrès... D'abord, est-ce que t'aimes ou t'aimes pas? J'aime. Il faut qu'on sache c'est qui le mettre à bord. Nadia? J'ai pas d'avis. Très bien. On en parlait tout à l'heure, mais je vous le soumets quand même. Donald Trump qui sera invité, qui est invité, ça a été annoncé par l'Élysée tout à l'heure, pour les festivités du 14 juillet en France. J'aime pas, ou lol. Ouais, lol. Oui, on fatigue tous, vraiment. Ça n'existe pas cette option? Ah ouais, le chip. Non. Le chip. Tiens, j'ai Calais aussi, la justice qui refuse l'ouverture d'un centre d'accueil pour migrants. À Calais. C'est horrible. Bon, on n'aime pas. Après, il faut voir aussi les conditions de détention. Hein. Si c'est pour ouvrir des centres et puis les maltraiter ensuite. Ouais. Bon. New York, vous avez suivi cette affaire? C'est une jeune fille de 14 ans qui était dans un parc d'attractions et qui est tombée, qui a fait une chute d'un manège de plus de 8 mètres et qui a été rattrapée par la foule. Waouh, incroyable. Ouais, ça on aime. Oui. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui en Tunisie, depuis hier en Tunisie, il y a une pique de chaleur, des températures qui pourraient atteindre jusqu'à 47 degrés dans certains endroits de la Tunisie. Bah Marrakech l'été c'est jusqu'à 50 hein. Ouais, mais en Tunisie c'est pas souvent et puis on n'aime pas parce que en fait c'est juste après le Ramadan, ça va encore mais ça va être dur pour eux. Ouais, pour l'agriculture aussi. Ouais. Le président tunisien Béji Raïs Sepsi, à propos de la crise du Golfe, il évoque un conflit familial et évoque de la sagesse. C'est ce que j'ai dit la dernière fois lundi. Dans sa déclaration, il disait que c'était avant tout un conflit familial. Ouais. Je pense qu'il a raison. Oui, c'est un peu Caïn et Abel, hein. Donc on connaît la fin. Hein. À propos de la fête de l'Aïd, vous savez que la plus grande célébration de la fête de l'Aïd en Europe, qui a réuni, tenez-vous bien, 100 000 personnes, a eu lieu à Buckingham. Waouh, c'est beau. Ouais. On aime. Le rassemblement, forcément. Le multiculturalisme anglais a son poids. L'ex-député Benoît Hamon a eu ce beau message sur Twitter pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans. On aime, on n'aime pas? On aime, bien sûr. Quand on fait rien, on n'aime pas. Quand on fait, on aime. Bon, je pensais qu'on allait, je sais pas, t'allais passer une petite audition. Et pour finir, depuis 20 ans, c'était une tradition, la Maison Blanche accueillait un iftar du Ramadan. Et bien, Trump a rompu avec cette tradition. Plus d'iftar à la Maison Blanche. Parce qu'il est grossier. C'est en cohérence avec ses conneries. Voilà, c'est en cohérence avec ses conneries et il nous démontre, il nous affirme ses positions. Mais c'est violent, hein, comme message. C'est très violent comme message. Ça va dans la continuité de l'islamophobie. Voilà pour le j'aime ou j'aime pas, messieurs dames. Alors, pour ce qui est de Farhat Meni, on s'en occupera un autre jour et vous pouvez d'ailleurs aller voir sur la page Facebook France Maghreb 2. On vous a mis l'article en question et les menaces de Farhat Meni, de cet imposteur président du MAC, qui est le mouvement d'autonomie de la Kabylie. D'ailleurs, Farhat Meni qui avait été reçu en grande pompe en Israël, aux États-Unis, avec ce fameux drapeau kabyle du grand n'importe quoi, et cette carte d'identité kabyle. Bref, à croire que la Kabylie était un pays, bien sûr, grand classique. Hein, alors que rappelons, et il est tout de même utile de le rappeler à certains, que la Kabylie est une région de l'Algérie et non pas un pays. Donc Farhat Meni qui menace en fait ses opposants en Kabylie. En fait, le mouvement il a vraiment du mal à prendre, quasiment personne ne le connaît, ce mouvement, ou en tout cas personne ne l'a rejoint, et du coup ça l'énerve un peu. Et il menace ceux qui s'élèvent contre lui, des menaces de mort quand même qui ont été proférées à leur encontre. Donc c'est dénoncé dans un article de Algérie Patriotique. Mais est-ce que c'est prouvé qu'il a réellement fait ces menaces de mort? Ah bah oui, bien sûr, parce qu'il y a une vidéo YouTube qui circule que je pourrais t'envoyer. Parce que c'est grave. Voilà. Parce que là, il peut être poursuivi en justice. Pénal, il peut être poursuivi en justice. Donc, mais je pense que c'est un petit peu dommage. Il faut que l'Algérie revienne vers sa sérénité, parce que l'Algérie, c'est un peuple avec de multiples ethnies, une culture très riche et très diverse. Et je pense qu'il faut qu'on continue dans l'harmonie du pays, même si c'est dur, même si la politique, on n'a pas toujours le vent démocratique qu'on souhaiterait. Mais en tout cas, faut pas non plus que les choses s'embrasent. Alors, mais quand même, il serait utile de rappeler
rattraper. On a 3 minutes pour le faire. On va le faire quand même pour parler de la réforme du code du travail en pleine résistance. Un plat de résistance, ce matin au Conseil des ministres. Projet de loi contre lequel certains syndicats, et on l'a écouté tout à l'heure, le parti de Jean-Luc Mélenchon aussi, ont déjà promis de batailler. Un texte pour réformer par ordonnance. Ce texte, c'était l'une des grandes promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Cela va être un vrai test pour Emmanuel Macron sur sa capacité à faire accepter une réforme qui, comme on le disait, provoque déjà des critiques. Et l'argument de pointe, le président, c'est que cette réforme était annoncée dans son programme de candidat et que les Français ont voté pour lui en connaissance de cause, même concernant la méthode, à savoir l'utilisation des ordonnances pour aller plus vite. Là, pour le coup, il a un peu raison. Pour ce qui est du reste, c'est bien ça dont il a été question aujourd'hui au Conseil des ministres. Muriel Pénicaud, le ministre du Travail, a présenté le projet de loi d'habilitation à prendre des ordonnances pour réformer le Code du travail. C'est la première étape donc de cette réforme, avant l'examen du projet de loi au Parlement du 24 au 28 juillet, une fois que la concertation avec les partenaires sociaux aura pris fin. Concertation qui doit permettre de définir le contenu de la réforme. C'est en tout cas ce que vient de rappeler Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement. Et puis après, il y aura l'envoi des ordonnances au Conseil d'État fin août et enfin la ratification en septembre. Reste à savoir si d'ici là Emmanuel Macron devra faire face à un mouvement social ou pas. La CGT a déjà prévu, donc on le disait tout à l'heure, une journée de mobilisation le 12 septembre. Est-ce que c'est pour vous, Nadia, Jean-Marc, en un mot rapide, le vraiment premier test de Emmanuel Macron? Alors, comment dire, passer par une ordonnance peu de temps après que l'Assemblée et les députés aient intégré leur siège, je trouve... je sais pas, là, alors pour le coup j'ai un problème avec les symboles, mais là c'est vachement symbolique. Oui, mais en fait c'est un instrument juridique qui existe. Alors c'est quoi le vote par ordonnance, Jean-Marc, rapidement? Le vote par ordonnance consiste justement à donner les pleins pouvoirs pendant une période limitée au gouvernement, et que le Parlement on passera pas par le Parlement, ce qui est normalement l'attribution du Parlement. Ça ressemble au 49.3 quoi, c'est ça? C'est plus violent quand même. Ah oui, c'est encore plus violent. Beaucoup. Bah oui, là il y a pas d'assemblée, il y a rien qui passe à l'Assemblée. Mais alors quand il dit Emmanuel Macron, il dit les Français ne seront pas choqués parce que j'avais prévenu. Effectivement, il l'a dit. Je veux dire, là, on peut retrouver les... Ouais, mais commencer comme ça avec son quinquennat, une fois de plus juste après les élections législatives... Ah non, mais Nadia, il avait prévenu que ça se passerait durant l'été, et qu'il s'attaquerait à la loi travail dès l'été, s'il était élu, par ordonnance. Donc tout le monde était au courant, pour le coup. Il a été transparent. Ça, au moins, on peut pas lui reprocher. Si je peux vous dire, durant le mandat de Nicolas Sarkozy, plus de 136 ordonnances ont été publiées. Ah oui, d'accord. Ils ont tous utilisé parce que c'est l'instrument constitutionnel qui permet de faire. Donc, comme c'est la loi travail et surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est que on parle surtout du contrat de travail, c'est surtout ça, le tendon d'Achille, et que le français est attaché à son CDI. Mais je dis une chose, oui, d'accord, ok, on veut simplifier les licenciements, on veut tout faire, mais à condition qu'on ait aussi dès le lendemain la possibilité de retrouver du boulot. Relançons l'activité économique et faisons ce que nous voulons après. Affaire à suivre donc sur cette loi de travail. On n'aura pas le temps malheureusement d'en parler davantage. C'est dommage parce qu'il y a encore plein de choses à dire. On sera de toute façon amené à y revenir dans un instant. Les coups de cœur de Nadia Lazouni sur France Maghreb 2 et celui de Jean-Marc Zébélus. Restez avec nous, c'est le Grand Forum. Évidemment, jusqu'à 18h30. Bienvenue sur votre radio France Maghreb 2 dans votre émission, le Grand Forum. Et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, Nadia Lazouni et Jean-Marc Zébélus qui sont avec nous. Heureusement qu'il n'y a pas de micro en antenne, parce que là, ça serait catastrophique. Je crois que Zébélus, tu serais emmené directement à Guantanamo là-bas. Que Dieu nous en préserve. C'est la destination que tu me souhaites, Christophe. Ah, pas du tout. Bon, qu'est-ce que tu veux? T'es formaté aujourd'hui, tu vois qu'une chose, c'est me ramener là-bas. Jingle. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Le coup de cœur, effectivement. Et on va commencer par la belle Nadia. Eh bien, la mon très coup de belle. cœur... Pas obligé d'en rajouter non plus. Ouais, non, ne fais pas des caisses, s'il te plaît. Je fais ce que mon cœur me dit. Ok, d'accord. Non, mon coup de cœur, c'est l'histoire de ce papa qui a parcouru 4000 kilomètres pour entendre battre le cœur greffé de sa fille décédée. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Ça a été un peu, c'est une information qui a été diffusée vers le 22-23 juin. Et donc, voilà, c'est un papa qui a perdu sa fille.
qui est morte donc à la suite d'un accident et qui a offert en fait, la fille avait bien évidemment consenti à un don d'organes. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Jack qui a fait aussi une crise cardiaque et seule une greffe de cœur aurait pu le sauver. Donc le papa Bill de cette jeune Abby qui est décédée a entendu l'appel et donc le cœur de sa fille a été greffé dans le corps de Jack. Et ce papa a parcouru donc 4000 km à vélo. Donc c'était tout un symbole aussi, hein, pour toi qui aime pas trop les symboles. Qui aime pas les symboles, mais bon là pour le coup ça m'a touché. Il a donc parcouru 4000 km donc de Wisconsin où il habite à la Floride pour retrouver cet homme à qui le cœur de sa fille a été greffé. Et quand il est arrivé donc à domicile, ce jeune homme lui a offert un stéthoscope. Ah oui. Ouais, c'était très émouvant. Il y a la vidéo qui circule et donc le papa s'est effondré dans les bras de Jack qui a reçu donc la greffe et il a pu écouter le cœur de sa fille battre une nouvelle fois. Voilà. Merci Nadia pour ces belles images et ces beaux moments de vie finalement. Ouais, ça fait du bien et de l'humanité un peu. Jean-Marc Zébellus. Oui, c'est mon coup de cœur, c'est pour une. Ah oui, sur Nadia. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, on parle pas de Nadia, il est fou lui. Je te parle de ton coup de cœur. Ah, mon coup de cœur, mais il y a pas de jingle, il y a rien. Bon, ok, c'est parti, c'est pas grave. On n'est pas traité à la même ancienne, mais c'est pas grave. France Maghreb 2. Aïe, le coup de cœur. Vas-y. Le formalisme. Bon, alors, je disais que c'était pour vous parler, mon coup de cœur va à une association qui s'appelle Aide-moi. Cette association a pour but de ramener les personnes handicapées au âge, c'est-à-dire et aussi les personnes très âgées. Donc cette association a fait déjà pas mal de voyages que normalement nous devrions recevoir les représentants la semaine prochaine. Et aujourd'hui, pareil, ils lancent une collecte ce coup-ci pour la première fois pour les ramener justement au âge. Donc il y a des non-voyants, il y a des personnes très âgées, il y a des personnes à mobilité réduite. Donc mon coup de cœur va à ces gens-là et puis en plus le prix qu'ils pratiquent pour ces handicapés est de 3850 et de beaucoup moins. Pardon, c'est une erreur. Ils ont récolté pour l'instant 3855 € et il leur faut 15 000. Voilà, et ils ont surtout été très bien reçus à la Mecque lors des Omra qu'ils ont fait, les différentes Omra. Ils ont même été reçus par Sodaïsi, ils ont fait des photos par un peu tous les imams de la Mecque, qui étaient vraiment enchantés de ça. Ils les ont reçus chez eux personnellement et j'encourage les différentes personnes à participer à cela et ceux qui peuvent donner un coup de main aussi peuvent se porter aussi volontaires pour cela. Très bien. Moi j'ai quand même le souvenir d'un ami qui m'a dit qu'il avait emmené sa mère en fauteuil roulant à la Mecque. Alors le comportement des musulmans à la Mecque c'est juste déplorable, hein. Faut le savoir quand même. C'est pas un comportement qui est lié aux musulmans, c'est le comportement de l'être humain qui devrait changer dans ce lieu sacré, dans ce lieu saint. Mais souvent, il y en a quelques-uns qui n'arrivent pas à changer. Mais c'est l'être humain qui est comme ça partout. Bon, merci Jean-Marc, merci Nadia. Merci Christophe. Merci Monsieur Christophe Rowe, et puis j'espère vous retrouver très très bientôt, Monsieur Christophe Rowe. Bon Nadia Lanouni, c'était la dernière. Eh oui. Donc je te souhaite une bonne continuation pour les autres émissions. Merci à vous tous. Jean-Marc. 18h sur France Maghreb 2, le rappel des titres et le grand forum qui se poursuit dans un instant. Bon début de soirée. Oui, grave. Bonsoir. Bonjour à tous. L'autorité de sûreté nucléaire donne son feu vert à la mise en service de la cuve de l'EPR de Flamanville. EDF devra cependant changer le couvercle d'ici fin 2024. Une vingtaine de militants de Greenpeace ont manifesté aujourd'hui devant le chantier du réacteur pressurisé européen dans la Manche. Ils demandent à Nicolas Hulot de ne pas autoriser le démarrage du réacteur nucléaire. Le gouvernement envisage de suivre l'avis du Conseil consultatif national d'éthique en inscrivant dans la loi la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Hier, le comité d'éthique s'est dit favorable à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, mais reste opposé à la gestation pour autrui. Le nouveau président de l'Assemblée nationale renoncera à son poste dans 2 ans et demi. François de Rugy confirme l'annonce faite hier par Richard Ferrand. Le chef de file des députés La République En Marche avait annoncé que le perchoir et tous les autres postes à responsabilité à l'Assemblée seraient remis en cause à mi-mandat. La victoire de Manuel Valls aux législatives dans l'Essonne, contestée par une de ses adversaires, Farida Amrani, candidate de la France Insoumise, affirme disposer d'une centaine de preuves de fraude.
Elle vient de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel. Le gouvernement veut aussi accélérer la procédure pour réformer le Code du travail. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté ce matin au Conseil des ministres le projet de loi d'habilitation qui doit être adopté à l'Assemblée pour décider si le gouvernement peut ou non légiférer par ordonnance. Une enfant de 2 ans tuée par un bus ce matin à Orchamps-Vennes dans le Doubs. Les freins du véhicule ont lâché alors qu'il était stationné sans personne à bord. La grand-mère de la fillette, gravement blessée, a été transportée par hélicoptère à l'hôpital de Besançon. Nouveau rebondissement dans l'affaire du petit Grégory. Muriel Boll a été placée en garde à vue ce matin. Elle avait 15 ans à l'époque du meurtre. En 1984, elle avait accusé son beau-frère Bernard Laroche de l'enlèvement de Grégory, puis s'était rétracté. Bernard Laroche, aujourd'hui décédé, était le cousin de Jean-Marie Villemain, le père de Grégory. Les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup se dérouleront désormais ensemble et sur terrain neutre. C'est ce qu'a annoncé la Fédération internationale de tennis, qui précise que le premier lieu retenu est Genève en novembre 2018. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. C'est la suite de ce grand forum pour début de soirée sur France Maghreb 2 et on va se refaire ce zapping, le zapping de ce mercredi justement, avec et pour commencer le portrait du nouveau président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Il n'a que 24 ans lorsque Noël Mamère le fait venir chez les Verts, après des années d'engagement associatif dans l'environnement. Noël Mamère m'avait un petit peu mis le pied à l'étrier puisque c'est lui qui m'avait appelé pour travailler à l'Assemblée nationale. Son mentor, en revanche, n'est pas issu des rangs écologistes. Jean-Marc Ayrault, maire de Nantes, futur Premier ministre, en fait son adjoint. Il voit en lui son successeur. Leur seule différence semble être leur étiquette politique. En 2007, François de Rugy entre à l'Assemblée nationale. Et à l'époque, une éventuelle adhésion au Parti socialiste n'est pas envisagée par ses camarades écologistes. Bon, je pense pas que François soit du genre, je connais bien son caractère et son éthique, je pense pas qu'il soit du genre à renoncer à ce qu'il est pour obtenir un siège et pour devenir le vizir à la place du vizir. Et pourtant, 8 ans plus tard, en 2015, après avoir assuré la coprésidence du groupe écologiste à l'Assemblée, François de Rugy quitte son parti, en conflit sur la présence ou non d'écologistes au gouvernement. Voilà pour ce portrait. Et sur les portes de cette toute nouvelle assemblée, on note également une absence de taille, celle d'un groupe socialiste. Alors certes, il y aura bien 30 députés PS au Palais Bourbon, mais ils ont décidé de donner un nouveau nom à leur groupe, celui de Nouvelle Gauche. Une première, comme l'explique Olivier Faure, le président de ce groupe parlementaire. Ce sera la première fois que nous sommes un groupe aussi réduit aussi. Ce sera la première fois que nous sommes dans cette situation de reconstruction. Ce sera la première fois depuis Épinay beaucoup de choses. C'est aussi une façon de signifier, au-delà de nous-mêmes et au-delà de l'Assemblée, notre volonté d'être dans un processus ouvert de reconstruction. Et sans présager, sans préjuger de ce que sera cette reconstruction. Voilà pour Olivier Faure, donc le président du groupe Nouvelle Gauche. Sur la réforme du Code du travail maintenant, la CGT ne cache pas son inquiétude quant au contenu du texte. Elle appelle d'ores et déjà à une journée de grève le 12 septembre prochain. Avant cela, c'est très symboliquement devant l'Assemblée nationale qu'un millier de personnes s'étaient rassemblées hier pour contester la future loi travail à l'appel justement du syndicat CGT, mais rejoint également par Force ouvrière, le Parti communiste et le mouvement La France insoumise. Pour Philippe Martinez, il ne faut pas laisser passer cette loi comme une lettre à la poste. Écoutez le numéro 1 de la CGT. Le jour où les nouveaux députés arrivent à l'Assemblée, il faut leur montrer que certes ils ont été élus, mais il faut continuer à écouter les citoyens parce que même élus on ne fait pas ce qu'on veut pendant 5 ans au détriment du peuple. Ce qui nous amène à nous rassembler, c'est les craintes de ce que prépare le président de la République. Parce qu'on nous réunit, alors peu, parce que c'est 6 réunions par organisation syndicale, et pendant ce temps-là, on est obligé de lire le journal pour découvrir les contours de ce que pourraient être les ordonnances qui vont être rédigées durant l'été. Et dans ce qu'on lit, c'est la remise en cause des droits des salariés. Ceux qui disent qu'il faudrait supprimer les droits ne connaissent pas ce que c'est de ne pas avoir de droits. Donc on a, depuis la semaine dernière, commencé des mobilisations, des rassemblements, des débats avec les salariés qui vont se prolonger tout l'été et on projette des mobilisations plus importantes dès la rentrée parce qu'une telle loi ne peut pas passer comme une lettre à la poste, si je puis dire. C'est ce qui s'est passé l'année dernière en pire.
Voilà, en tout cas pour le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. Direction Lorette maintenant, à présent dans ce zapping, un an après la polémique autour des messages diffusés sur les panneaux municipaux invitant les musulmans à vivre le ramadan sans bruit. La ville de Lorette fait de nouveau parler d'elle, avec cette fois le règlement du bassin de baignade naturelle inauguré la semaine dernière, qui fait débat. En effet, un règlement qui interdit l'accès au lieu aux femmes voilées. Une interdiction qui fait bondir les acteurs qui luttent contre les discriminations et pour les vivre ensemble, notamment comme la maison des Potes 42, l'association a décidé de porter plainte. Elle interpelle aussi le préfet de la Loire, le procureur de la République, Saint-Étienne Métropole, qui a cofinancé ce projet. Pour Hamza Mohamed, le président de maison des Potes 42, le maire de Lorette va trop loin. Il n'est pas sa première provocation du même style. C'est pour ça que ça nous inquiète un peu. Et puis aujourd'hui, ça monte en niveau. L'année précédente, c'était des conseils qui donnaient aux musulmans de ne pas faire du bruit. Cette année, carrément, il interdit carrément un lieu public. C'est-à-dire aujourd'hui, une famille qui va emmener ses petits-enfants se baigner ne peut pas. Aujourd'hui, ça nous rappelle un peu des heures sombres de l'histoire où avant, on placardait dans des restaurants interdit aux chiens et interdit aux Italiens. Aujourd'hui, quelques différences près, c'est interdit aux chiens et interdit aux femmes voilées. Ça nous alerte et on veut quand même aussi alerter l'opinion publique et puis les institutions de se dire attention, ne nous laissons pas aller sur cette pente. Aujourd'hui, préservons le vivre ensemble, essayons de serrer les coudes, préservons nos valeurs qui ont fait de nous la France, ces valeurs de tolérance, de vivre ensemble, de laïcité. Voilà, effectivement, ça interpelle et ça rappelle des heures sombres de l'histoire. Ça se passe donc en France, à Lorette, près de Saint-Étienne. Ainsi se referme ce zapping. Dans un instant, on va parler de sport et de télé pour finir ce grand forum. Bon début de soirée. Bon début de soirée sur France Maghreb de temps. Votre grand forum, dernière partie. On parle de sport maintenant. Le journal des sports, Albécheni. Bonjour à tous. On a donc appris la mort de Stéphane Paille, l'ancien joueur de l'équipe de France. S'est éteint hier à l'âge de 52 ans à Lyon, le jour de son anniversaire. Selon les premières informations, il est mort des suites d'une maladie foudroyante. L'ex-international entre 1986 et 1989 avait fait la majeure partie de sa carrière à Sochaux avant de rejoindre Montpellier, puis Bordeaux, Caen, mais aussi Lyon et Mulhouse. Sur les terrains, c'est ce soir la première demi-finale de la Coupe des Confédérations en Russie. Dès 20h, le Portugal, champion d'Europe, est opposé au Chili. Et demain, l'Allemagne, championne du monde, affronte le Mexique. Par ailleurs, chez les moins de 21 ans, sachez que la Nationalmannschaft s'est qualifiée pour la finale du championnat d'Europe Espoir après une victoire contre l'Angleterre. Au terme du temps réglementaire, il y avait 2 buts partout. Finalement, les Allemands se sont imposés au tir au but et affronteront l'Espagne, vainqueur de l'Italie hier soir, 2-1. Et puis le gardien italien Salvatore Sirigu quitte définitivement le Paris Saint-Germain. C'était sa dernière année de contrat dans la capitale. Il va rejoindre le Torino en Serie A italienne. Sur les routes du Tour de France, comme l'an passé, il y aura un important dispositif de sécurité à l'occasion de cette édition 2017, avec notamment le déploiement d'une équipe du GIGN. Au total, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 13 000 gendarmes et 10 000 policiers seront mobilisés sur les 3 540 km de route empruntées par la course. La 104e édition de la Grande Boucle s'élance samedi depuis Düsseldorf en Allemagne. Un mot de tennis, Andy Murray n'a pas pu affronter Lucas Pouille ce mardi en match d'exhibition au Hurlingham Club de Londres. Le numéro 1 mondial a renoncé en raison d'une douleur à la hanche. Pas d'inquiétude dans le camp de l'Écossais alors que le coup d'envoi du tournoi du Grand Chelem de Wimbledon démarre lundi. En fin de bridge, la course mythique à travers l'Atlantique entre le Queen Mary 2 et 4 maxi trimarans. C'est toujours le géant des mers, sorti des chantiers navals STX de Saint-Nazaire, qui est en tête ce matin à 5h au pointage. François Gabart devançait toujours ses 3 concurrents de très peu. Il s'agit de Francis Joyon, Thomas Coville et Yves Le Blévec. L'arrivée est prévue ce week-end à New York à l'occasion du centenaire du débarquement américain en 1917. Merci beaucoup Ralph, à demain. France Maghreb 2, France Maghreb.